Bonjour tout le monde, bienvenue au dernier épisode de l'e-show, un podcast qui avait pour but de parler de gens qui ont des histoires extraordinaires ou qui ont un parcours de vie qui est intéressant. Donc, je m'appelle Liane, je suis votre animatrice depuis quelques épisodes maintenant, donc vous le savez. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a une oreille musicale, qui fait de la musique, que vous avez vu peut-être dans Créola, qui a participé dans la production de Qui est souillé, les Haïtiens, vous savez de qui on parle. TMD. Hello. Hello. Salut Liana. Officiellement, je dis ton nom en public, Liana. Ça, c'est moi qui te baptise comme ça. Je suis le seul qui te baptise comme ça. OK, c'est bon. Ça veut dire que si j'entends quelqu'un qui m'appelle Liana, je vais dire c'est à cause de toi. À partir d'aujourd'hui, oui. OK, c'est bon. Donc, on a TMD aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va bien, grâce à Dieu, tout va bien. Et toi, comment tu vas? Ça va, on est là. Relax? Relax. Bon bagaille. Bon, qui es-tu, TMD? Parce que je pense que tu as plusieurs casquettes. Une. Chapeau? Oui, chapeau. Tu as plusieurs chapeaux, tu as plusieurs titres. Donc, dis-moi qui tu es. Qui est TMD? TMD, à la base, c'est un auteur, compositeur, interprète. Si on parle dans le domaine musical seulement. Je suis quelqu'un qui aime vivre, j'aime ça, m'amuser, prendre du bon temps dehors, faire du vélo, bien manger, rester sain. Ou essayer de rester sain, disons. Musicien, je pense que c'est comme ça que je me décrirais. Et un frère, un enfant. Voilà, ça c'est moi. OK. Puis, c'est sûr que là, on est là pour parler de ta carrière musicale. Donc, en termes de musique, qu'est-ce que toi, tu fais? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses en musique. Donc, toi, c'est pour comment tu vis de la musique. Je sais que tu es producteur, auteur, compositeur, interprète. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je fais du montage aussi. Okay. Je travaille aussi parfois sur disons, sur le graphic design. Pas à 100% parce que j'ai quelqu'un qui travaille, avec qui je travaille en collaboration qui s'appelle Sky. Sa compagnie Visuals by Sky, qui m'aide beaucoup côté visuel. Par contre, je touche vraiment à tout dans le domaine. Je fais de la paperasse. C'est un peu moins intéressant à faire, mais c'est quand même intéressant aussi d'autre part parce qu'on peut apprendre beaucoup sur l'industrie musicale même. Okay. Donc, je fais de la production, je produis des artistes, je fais un petit peu de tout dans ce domaine-là. Je touche à tout. Comment on arrive, parce que c'est sûr que là, ça fait quelques années que tu fais ça. Mm-hmm. Comment on arrive à devenir musicien? Comment t'es arrivé? Comment TMD est né? En fait, si je pars de la base, on m'a posé cette question une fois, on m'a demandé depuis quand je fais de la musique. Et en fait, je fais de la musique depuis que... Je savais même pas que j'avais commencé à faire de la musique, que j'avais déjà commencé à faire de la musique. Okay. Je suis tombé sur une photo, en fait, mon papa, mon grand-père, c'est des musiciens. Et j'ai toujours été dans un univers musical depuis petit. Mon grand-père s'appelle, mais il est décédé, qui s'appelle Kesnel Hall, qui était un des meilleurs trompettistes, selon ce qu'on m'a dit, pour son époque. Il y a mon père, Franz Dulix, avec qui j'ai grandi, clavier, guitare. Il avait parfois des batteries à la maison, la basse. Donc, je pense que j'ai grandi dans cet univers. Et voilà, donc TMD, d'où ça vient, c'est dès la naissance. Et la passion pour la musique, je pense que je suis vraiment entré là-dedans en écoutant des DJ comme Full Blast à l'époque, Timbaland que j'aimais beaucoup. Et en fait, je voulais créer mes propres musiques. Je voulais faire des sons que moi j'aimais. Parce que parfois, il y a des sons qu'on écoute parfois, il y a des sons que j'écoute que j'aime pas. Et je me suis dit, écoute, si je peux moi créer les sons que j'aime, mais je vais le faire. Donc, j'ai travaillé dur. Quand mes amis sortaient pour aller clubber, pour aller au cinéma avec d'autres mondes, moi, j'étais à la maison, je m'étais enfermé, je faisais des beats, je travaillais, je pratiquais. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment travailler tous les jours vers le rêve qu'on a pour pouvoir justement réaliser. On dit consistency. Okay. Discipline, je pense que c'est la discipline. Je pense que c'est comme ça que j'ai pu apprendre, en fait, de manière assez autodidacte à devenir l'artiste que je suis. OK. Puis, c'est sûr que là, tu me parles, t'es arrivé dans un univers où que tout le monde jouait de la musique, tu vois. Est-ce que on vit dans une société où les gens aiment les papiers, aiment les diplômes? Est-ce que tu t'es dit, OK, tu sais quoi, je vais aller étudier de la musique? J'ai étudié à Trébas.
en fait, j'étais en comptabilité à Hansik et je me suis dit, écoute, je suis pas comptable. Qu'est-ce que je fais ici à Hansik en tant que comptable? Et j'étais même, je vous disais ça l'autre jour, j'étais DJ ou responsable de la radio de l'Agora d'Hansik. Et pendant que je jouais dans Impossible, je jouais du gong dans Impossible. Le gong, c'est de la cloche à vache pour les gens qui viennent pas d'Haïti. Donc, ouais, c'est comme ça que je suis rentré à Trébasse quelques années après, enfin quelques mois après, en 2007 ou 2008, je pense. Et voilà, donc j'ai appris les techniques de son, les techniques de prise de son, comment mixer. J'ai appris aussi la post-production à Trébasse, comment rouler mes fils. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les techniques de comment rouler les fils, c'est à Trébasse que j'ai appris. Tout mon studio s'est roulé pareil, comme si j'étais à Trébasse. Donc, j'ai quand même appris certaines choses intéressantes à Trébasse. OK. Donc, là, en plus, tu as dit que tu as été dans Impossible. Que Impossible, c'était ton premier groupe dans lequel tu es allé, que tu as fait partie. En fait, je vais te raconter, quand j'étais à l'école en Haïti, OK. j'allais à la même école que Meji Toussaint, qui est le chanteur d'Impossible. Il était une classe au-dessus de moi. Par contre, il a monté un groupe qui s'appelait Tidésode OK. à l'époque. Et mon père m'avait fait de cadeau d'un Korg M1. C'est un des classiques, claviers classiques qui pèse, je pense que je mesurais à l'époque peut-être 4 pieds et quelques. Puis j'avais un clavier qui mesurait 5 pieds et quelques. Le clavier de 61 clés, il est quasiment de la même grandeur que moi. Genre. Puis il y avait un grand sac qu'il fallait transporter. Puis à l'époque, ce clavier était fait en métal. So, c'était très lourd comme clavier. Imagine-toi, donc je vais aller à l'école avec ça pour pouvoir jouer notre petit désordre. Et je savais absolument pas jouer au clavier. Donc j'avais mon cousin David Dubout qui m'avait montré 4 accords. Comment faire Do, Sol, La, Fa. C'est les seuls accords que je savais faire. Et Meji m'a dit, je cherche quelqu'un pour jouer dans un groupe, donc j'aimerais ça que tu viennes avec moi. J'ai dit, Meji, je sais pas jouer au clavier, je connais 4 accords. Il me dit, c'est pas grave, viens, t'as un clavier? J'ai dit, oui, il m'a dit, viens. Donc ça, c'est la première expérience dans un groupe que j'ai eu. On était avec Jean-Philippe Elie, qui joue maintenant, qui a joué avec Saint-Clan. Jean-Philippe Elie, donc il était à l'école avec nous, c'est notre premier groupe. Il y avait Kafi Demon, qui était le manager d'Impossible par la suite. Et il y avait qui d'autre? Je pense qu'on était ces 4 personnes-là dans le groupe. J'ai fait 2 répétitions avec eux. On est entré au studio chez Olivier Martelly pour enregistrer une musique dans le studio de Michel Martelly. Et voilà, donc j'ai essayé de jouer, j'arrivais pas à jouer. Finalement, c'est Meji qui a tout joué les partitions. Lundi matin, il me dit, Michel, écoute, finalement, on prend quelqu'un d'autre pour le clavier. Fait que là, l'aventure s'est terminée. Par contre, quand je suis venu à Montréal, Meji, lui aussi, il est venu, il a suivi. Et j'ai bâti un petit studio à la maison. Il faut croire que ma force, c'était vraiment dans le studio, en tout premier lieu. Donc, j'ai bâti mon studio, on a enregistré à la maison, on a travaillé plusieurs chansons. On a fait le premier album de Meji, qui s'appelle À l'aise. J'ai fait 5 ou 6 morceaux sur le premier album. Et ensuite, parallèlement, il y avait Nico Millet, que lui aussi, il faisait partie de l'équipe. Donc, on a monté quelques projets d'Impossible à la maison. Avant même d'avoir Impossible, il y avait la musique Boom Sous des bords, qui était une version R&B sur le premier album de Meji, que tu connais sûrement pas. Non. Qui a été produite dans ma chambre, qui était grande, à peu près comme cet espace-là, avec mon lit. Et le studio était là, comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on a fait Boom Sous des bords. Et qui est devenue une version remix par la suite, un peu compas, qui a lancé Impossible. C'est cette chanson qui a fait que tout le monde connaît Impossible, mais elle a été enregistrée dans un petit espace comme ça. Okay. En s'amusant, Meji était là, comme ça, ouais, tranquille. En plus, quand je faisais mes recherches, j'ai vu des vidéos d'il y a 12 ans. Ouais. Toi... Ça, c'est dans ma chambre, en fait. Donc, tu vas voir, on avait même des bouteilles ici, il y avait des étagères ici, il y avait des bouteilles de parfum, il y avait des bouteilles de déodorant, tu vas voir tout ça, là. C'était dans ma chambre. OK, ça veut dire que quand vous avez des rêves, même si c'est dans votre chambre, réalisez. Ouais. En fait, je pense que tout le monde commence à quelque part. Et l'important, c'est vraiment d'avoir l'autodiscipline et la volonté, la passion, avant même l'argent. Oui, des fois, les gens vont dire « Ah, ça prend un grand studio. » J'ai jamais eu de grand studio de toute ma vie. Là. J'ai jamais eu un grand studio, mais j'ai eu un grand studio qui a reçu beaucoup de grands artistes, en fait. Dans mon petit espace, j'ai toujours reçu plein de grands artistes et je suis très reconnaissant pour ça, du fait qu'ils déjà ils me font confiance. Et je sais aussi que c'est pas l'espace qui va faire de la bonne musique, c'est l'environnement, c'est la complicité avec les artistes
crée cette chimie. Et par exemple, Medji et Nico, c'est deux artistes. Régi aussi, Régi Musique, qui est le frère de Medji. On s'entend, quand on travaille ensemble, la chimie, elle est toujours là. Elle est toujours là. On sait comment s'organiser, puis ouais. Donc, mon deuxième groupe, en fait, ça a été Impossible. OK. Puis, t'es resté avec Impossible combien de temps? Parce que c'est ça, on n'a pas un CV de combien de temps t'es parti. C'est ça, hein? Donc, t'es resté combien de temps avec eux? En fait, Impossible, c'est quelque chose qui va toujours... C'est un groupe qui va toujours rester avec moi, comme je vais toujours rester avec ce groupe-là. Impossible, c'est le premier groupe vraiment que je peux dire qu'on a eu plusieurs répétitions. On a répété pendant des mois et des mois et des mois pour pouvoir créer un spectacle pour la grande première du groupe qui a eu lieu, je pense que c'était en 2012 ou 2013, ici à Montréal. Donc, on a fait 2 shows. J'ai fait 2 shows avec le groupe avant de partir pour Haïti. OK. Mais je dirais j'ai fait un bon... avec des répétitions et tout. Et je peux vous dire que Impossible a changé de forme plusieurs fois, hein. Ça n'a pas été le même... Les 2 visages qu'on a retenus jusqu'à la fin, ça a été Nico et Medji. Mais on a eu d'autres... On était une équipe. Il y avait Michael Kansky, il y avait Jeff à la batterie, il y avait moi sur le gong, il y avait Easy One Dread, moi j'appelle Easy One Dread, qui jouait les percussions, alors les tam-tam. Il y avait Sébastien Riboul qui était sur le clavier, il y avait Medji sur le clavier, et puis il y avait Réginald Toussaint. Et puis à la guitare, Nico qui jouait de la guitare. Ça, c'est Impossible de base. La première version d'Impossible qui est vraiment sortie au grand public. Et Patrice Cavé, que j'ai failli oublier de dire, qui était le core, en fait, d'Impossible. Et puis Impossible, par la suite, a changé. Est parti en Haïti pour créer l'Impossible que tout le monde a connu par la suite. Mais on a fait 2 shows ici avec ce format. C'était à El Caballero, qui était sur Saint-Hubert. Tu connais pas? Parce que moi, j'étais trop jeune. Mais non, ça existe encore, El Caballero. Okay. C'est un club sur Saint-Hubert, puis il y avait Cabaret Myland. Ça, c'est les 2 spectacles qu'on a fait ici. OK. Et honnêtement, les 2 fois, c'était plein et on s'attendait pas à ce que ça soit aussi plein. Puis est-ce que c'était la première fois que tu te présentais, on va dire, que tu jouais en live devant des gens? Je vais te dire, est-ce que oui ou non? Oui. Des inconnus. Oui. Mais en fait, ce qui était bien pour moi à l'époque, c'est que j'étais pas frontman, j'étais vraiment en arrière, donc j'étais vraiment sur les gongs. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre un petit peu plus sur la scène et de voir c'est quoi la position. Quand tu es sur un stage, quand tu es en bas et tu regardes les artistes d'en haut, ben, tu as une vision. Quand j'allais dans Compa Créole ou dans Karimi, par exemple, ou dans T-Vice, mais j'étais en bas et je regardais les gars en train de jouer. Et là, j'avais la position inverse. Donc, j'étais en haut et je regardais les gens qui me regardaient. Tu vois, donc c'est là que j'ai connu un petit peu le début de la scène. Okay. Par la suite, j'ai sorti C'était des M'tendés l'année d'après, qui est une chanson qui m'a amené ensuite à faire plusieurs clubs, faire plusieurs scènes. Et voilà. Et après, c'est l'histoire. Hein? C'est l'histoire, mais t'as une longue histoire. C'est ça? Tu fais comme si l'histoire s'arrêtait là. Non, ça, c'était que le début. Ouais. Donc, t'es parti en Haïti. Quand est-ce que t'es parti en Haïti? Je suis parti en Haïti en 2013. OK. Est-ce que c'est en 2013 que t'as intégré Créola? Non, je suis entré en 2013. J'ai fait une collaboration avec Power Surge. Power Surge qui était le protégé de DJ Khaled à l'époque. Il faut que je te dise qu'à l'époque, c'était MySpace, qui était à la mode, myspace.com. Donc, c'est une plateforme où tous les artistes étaient là-dessus. J'ai rencontré plusieurs producteurs qui, jusqu'à aujourd'hui, sont très reconnus dans l'industrie. Mais à l'époque, on était tous en train de commencer. On avait peut-être 18, 19 ans. On faisait de la musique juste pour s'amuser. Et pour essayer d'être découvert, par exemple, par les Akon, il y avait Carl Wolf qu'on écoutait. Il y avait, par exemple, Flo Rida, qui étaient tous sur MySpace. On les voyait avec comme 26 000 personnes qui les suivaient. Et nous, on voulait faire comme eux aussi. Et... donc, dans le fond, je suis rentré avec Power Surge qui m'a proposé de travailler sur un projet qui était mon projet de mon premier album. Parce que quand je lui ai envoyé des démos, il faut que je te dise que Power Surge, c'est un producteur que je respecte beaucoup et que j'ai toujours respecté depuis le début. J'aimais beaucoup sa touche. Il y avait des sons qu'il mettait que j'étais comme « Waouh, comment quelqu'un peut faire des sons aussi beaux? » Tu vois, il était très il faisait beaucoup de R&B à l'époque, du hip-hop et du South, plus du South, Dirty South. Et je me suis dit, bon, il m'a dit, viens en Haïti, on va travailler sur ton projet d'album. J'ai dit, bon, c'est bon. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais à Montréal? J'ai dit, je travaille au Couche-Tard à l'époque. Je travaillais à Couche-Tard. Donc, je ne sais pas si Couche-Tard sponsorise le podcast. Peut-être un jour, pourquoi pas. Écoute, si quelqu'un de Couche-Tard écoute ça, si vous avez de l'argent à mettre dedans, allez, venez. Let's go. So, je travaillais au Couche-Tard à l'époque.
Et il m'a dit, tu fais quoi à Montréal? J'ai dit, mais je fais de la musique et je travaille au Couche-Tard. Il m'a dit, alors, est-ce que tu veux venir en Haïti? J'ai dit, oui, c'est bon. Donc, je suis entré en Haïti, j'ai travaillé sur mon projet, je commençais à travailler sur des sons. Il m'a proposé de travailler avec un groupe qui s'appelait Frappla. D'où la musique Kitemba Love. Alors, Kitemba Love, qui a une chanson que j'ai composée en 2011 ou en 2012, qui était une version dancehall. Et en m'amusant comme ça dans mon studio, mon ordinateur, une pièce vide, j'ai recomposé l'instru qui a créé Kitemba Love, la nouvelle version que tout le monde connaît, avec Lassini, qui est le deuxième chanteur là-dessus. Et voilà, donc voilà pourquoi moi je suis entré en Haïti en 2013. OK. Là, Ça tu veux t'a- savoir créole là? Non, Ah, là, pas je vais te encore? poser. Ok. Pas encore, j'arrive. Mais quand c'est sûr que t'es né à Montréal, t'as grandi en Haïti, Mhm. t'es revenu à Montréal, ça t'a pas fait, pas faire peur, mais quand t'es parti, t'étais pas comme en mode genre, ouais, je vais laisser un certain confort, t'avais pas peur de retourner, parce qu'Haïti change. Fait que t'avais pas peur, t'avais pas cette crainte-là. Tu veux dire quand j'ai laissé Haïti? Quand t'es en 2013, c'est 2013, quand Mhm. t'es reparti en Haïti pour travailler pour Power Stage, t'avais pas peur, on va dire, ou t'étais pas genre en mode genre, ouais, je retourne en Haïti, mais comme je sais pas nécessairement à quoi m'attendre. Ah non, du tout. En Ok. fait, j'étais content de retourner parce que mon père, ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon père aussi. OK. Parce que tu sais, quand on vient ici, les billets d'avion sont tellement chers pour retourner en Haïti que c'est pas toujours évident de faire des voyages. Donc, en 2013, je me suis dit, mais je vais aller revoir mon père, ça va être agréable. Je vais passer un bon moment. Puis Haïti, c'est un beau pays. Haïti, c'est un pays où il fait chaud tous les jours. En fait, pas nécessairement chaud, mais il y a du beau soleil. Donc, c'est agréable de voir le soleil, d'avoir un ciel dégagé bleu avec des nuages blancs, tranquille, pas de stress. J'ai beaucoup d'amis là-bas aussi que j'étais content d'aller revoir parce que j'ai quand même fait. J'ai habité 15 ans, quasiment 16 ans là-bas. OK. Donc j'ai fait tout mon primaire, une bonne partie de mon secondaire en Haïti. Et j'ai des bons amis que j'avais laissés, de très, très, très bons amis que j'avais laissés. D'ailleurs, quand j'ai laissé Haïti en 2005, c'était par rapport au problème instabilité politique de 2004. Donc mes parents, ils ont dit, écoute, Michel, tu vas aller finir tes études là-bas. Donc je suis venu ici. Et donc j'étais content d'aller revoir ces amis que, tu sais, quand j'ai laissé Haïti en 2005, j'étais petit, j'ai pleuré, j'étais en pleurs, tu vois. Ouais. Donc j'étais content de retourner en 2013. Et c'était une nouvelle expérience pour moi de pouvoir aller vivre seul en Haïti cette fois-ci. Donc j'étais plus âgé, Autonome. pas 100% Oh. autonome, parce que j'avais pas les moyens financiers pour être autonome à 100%. Je dépendais quand même de mon père. Je suis rentré avec quand même un petit peu de cash pour pouvoir dépenser et tout. Mais mon focus c'était, je rentre en Haïti, je vais faire de la musique, je vais travailler avec des artistes. Il faut que je travaille avec le maximum d'artistes que possible en tant que producteur de musique. D'ailleurs, je voulais même pas chanter à l'époque. Moi, Ok. je voulais seulement faire de la production pour des artistes. Et cette période de temps-là, j'ai pu rencontrer des artistes comme Top Adlemon qui sont venus chez moi, Baki, Michael Benjamin. J'ai eu toute l'équipe de Frappla qu'on a travaillé sur plusieurs projets ensemble qui sont jamais sortis, mais il y a Kitemba Love qui est sorti. J'ai fait quelques carnavals. J'ai rencontré... En fait, pendant cette petite période de 1 an là, je veux dire, grâce au support de Power Surge, j'ai pu rencontrer plusieurs artistes quand même. OK. Donc voilà. Puis, Juanito, Ok. j'ai 2 chansons que j'ai je vais dire coproduit, même si c'est pas moi qui ai finalisé les produits avec Juanito aussi. OK. Donc ouais. Puis, comment on fait, on va dire, pour intégrer Crayola, dans le sens que c'est pas comme au couche-tard, on va dire, que tu vas donner ton CV à Tidjo Zeni, tu vas dire, Tidjo Zeni, Ouais. engage-moi. Comment tu arrives à être intégré, on va dire, Un groupe Crayola? Ouais, Crayola. ouais. Ben déjà, je pense la base c'est de travailler sur soi-même déjà. Donc il faut déjà avoir une certaine envie, une passion, et travailler sur soi pour avoir un minimum de compétences, peu importe le domaine, je pense, Mhm. sans nécessairement avoir un bagage scolaire, mais plutôt avoir une détermination pour ce qu'on veut faire. Et je pense que j'ai eu un petit peu de chance combinée avec mon envie de réussir dans la musique, dans le sens que quand j'ai sorti Kitemba Love en 2013, en fait en 2014, j'avais plus les moyens financiers pour rester en Haïti. Donc c'est trop difficile pour moi parce que je jouais pas, je passais tout mon temps en studio et ça rapportait pas encore. Donc j'étais un petit peu pris. Je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je retourne à Montréal. Au moins j'aurai le couche-tard que je peux aller travailler là-bas et tout. Donc effectivement, j'ai laissé Haïti en 2013 après que j'ai sorti Kitemba Love et je suis venu travailler ici au couche-tard. Donc j'ai fini de faire un hit
en Haïti qui tournait. La musique a commencé à tourner. Quand je suis parti d'Haïti, la musique a fait un méga hit. Et là, je regardais les journaux, par exemple, Ticket Magazine qui disait le hit de l'été, la musique de l'année, si, ça. Et moi, j'étais à Montréal en train de travailler au couche-tard, à compter des caisses, à passer passer de la mop. Je nettoyais les toilettes, je changeais des poubelles et je voyais ma musique qui fonctionnait. Ouais, ça, c'est la vérité. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que couche-tard m'a beaucoup appris dans ma vie d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne une caisse. Je suis devenu assistant gérant chez Couche-Tard. Donc j'ai gravi les échelons en quelque sorte. Et pendant que j'étais assistant gérant, justement, vu que la Kitemba Love fonctionnait en Haïti, j'ai reçu un appel de Tidjo pour me dire, alors Tidjo cherchait quelqu'un pour intégrer Créole-là. David Dupoux, qui était son ancien collègue dans Compas Créole, qui est mon cousin, il a dit, mais j'ai mon petit cousin qui vient de sortir une chanson qui s'appelle Kitemba Love. Fais-le, contacte-le, c'est un très bon producteur, c'est lui qui a produit la musique et tout. Donc je pense que c'est comme ça que Tidjo m'a contacté et il m'a dit, écoute, TMD, qu'est-ce que tu fais? Mais je l'avais rencontré Tidjo aussi quelques jours avant pour travailler l'album Invictus sur des chansons comme Et on joue bien, pas Et on joue bien, on joue mal, c'est quoi notre chanson? Avec Michael Aimé là-dessus. Euh, Before and After. Trier. Donc on était en studio à Fermat, j'habitais à Fermat à l'époque, je suis allé 2 ou 3 jours et quand je suis retourné à Montréal, il m'a recontacté pour me dire, écoute TMD, tu fais quoi? J'ai dit, je travaille au couche-tard encore. Il m'a dit, est-ce que tu veux me produire une chanson? Donc j'ai produit la chanson Turn Me On. Avant même qu'il choisisse cette chanson, j'ai envoyé, je pense, une trentaine de différentes chansons que j'ai travaillé là-dessus. Il m'a dit non, 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 oui, Turn Me On. Il m'a dit continue celle-là. Donc j'ai travaillé Turn Me On et voilà, donc j'ai envoyé Turn Me On qui était sur l'album Invictus. Quelques jours après, j'ai démissionné. J'avais changé de travail à l'époque déjà. J'ai démissionné de mon emploi et j'ai dit écoute, je vais suivre mon rêve. Je pars pour Haïti. Donc je suis parti pour Haïti. En fait, je suis parti pour New York et c'est là que j'ai rencontré l'équipe de Créole là. J'ai rencontré avant tout Théophile Jadot qui m'a accueilli dans le groupe. Et après ça, j'ai fait toute la tournée nord-américaine avec le groupe. Après, ils m'ont dit, tu fais quoi? Tu retournes à Montréal? J'ai dit, non, je suis avec vous. Fait que là, on est parti pour la Martinique. J'ai fait Martinique, on est parti pour la Guadeloupe. J'ai fait Guadeloupe, Martinique, Guyane. On a fait Suriname. Donc après ça, je suis juste resté dans le groupe. OK. Mais dis-moi, Ouais. parce que des fois, on voit les artistes haïtiens qui font leurs albums et tout, mais on sait pas c'est quoi le quotidien. Dans le sens que, est-ce que Tidjo Zénith dit, OK, tu sais quoi, du lundi au vendredi, vous venez au studio, vous pratiquez de 8 à 4. Tu sais, c'est quoi le quotidien? En fait, Créola, c'est un groupe que ça fait tellement depuis longtemps qu'ils sont ensemble, qu'ils ont une chimie naturelle. Donc, le niveau de pratique, je veux dire que la pratique, en fait, très souvent, ça vient sur le stage. Et c'est ce que j'aimais beaucoup avec le groupe, c'est que, tu sais, il y a une musique, c'est le vibe. On est sur le stage, il y a un vibe. Et Tidjo a une idée, donc il essaie l'idée, ça fonctionne, le public réagit, et l'idée fait partie du groupe. Ça se peut que moi aussi je fais quelque chose dans mon micro, et toute l'équipe aime ce que j'ai fait, l'équipe interagit avec moi, ça fait partie du groupe. Et bien sûr, il y a certains spectacles, des grands événements, par exemple les festivals, etc., qu'on va aller vraiment pratiquer un spectacle. On va se dire, OK, on va avoir telle performance, on va faire telle musique, telle ci, tel ça, donc c'est vraiment très spécifique. Mais sinon, c'est vraiment sur le vibe. Et c'est ce que j'aime avec Créola. Créola laissait quand même... Oui, c'est sûr qu'il y avait une certaine structure des chansons qu'on connaissait tous. Et il y avait une partie vibe qu'on s'amuse, en fait. OK. De la semi-improvisation. Ouais. OK. C'est ce qui rend, en fait, le live intéressant parce que pendant le live, on peut improviser, on peut faire des trucs qui nous passent par la tête. Tu vois? Non, c'est sûr, mais OK, je suis pas une connaisseuse de bal, comme on dit. C'est juste que je me dis, bon, il y a beaucoup de gens, tu vois, quand c'est un live band, un full live band, donc je me dis qu'il faut avoir un minimum de pratique. Et en plus, j'ai jamais vu un live band avec les notes. Ça, Non. Ça, en tout cas, moi, c'est que je me disais qu'il faut pratiquer longtemps, Oui. mais... En fait, on avait des pratiques aussi. OK. On avait des moments de pratique. En fait, on avait beaucoup de pratiques, je vais dire. Mais le plus important, je pense, c'est de créer la chimie sur le stage et en dehors du stage. Donc, on était tout le temps ensemble, en fait. C'est un groupe. Quand tu es dans un groupe, tu vois plus les membres du groupe que tu vois ta famille. Tu vois? Donc, je passais... Tu sais, quand on faisait les tournées, par exemple, on partait des fois le jeudi et on retournait le jeudi d'après. Mhm. Donc, on passait une semaine ensemble, tout le monde ensemble,
On mangeait ensemble, on va dans les shows ensemble, dans le bus ensemble, on parle ensemble. Donc, c'est toute cette chimie-là. Par exemple, quand on a fait le carnaval 2018, on a tous fait le carnaval chez Tidjo. Ok, oui, parce Tu qu'il vois? habite à Jacmel. Non, 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 non. Non, c'était pas, Non, c'est non, pas non, 10 000. non. Ok, je me suis trompé alors. Donc, on a fait le carnaval là-bas et c'est la chimie qui a été créée, qui a fait qu'on soit champion du carnaval au CAI. Ok. Donc, on a eu la meilleure meringue carnavalesque, meringue la plus originale. Et c'est vraiment. Le premier carnaval que j'ai fait avec Créola, c'était en 2016. Et ça, c'était un bon carnaval. Par contre, la presse nous avait critiqué quand même pour dire ah, c'était pas si bon. Mais 2017, on a rodé l'équipe en 2016. Et 2017, on avait une chimie. Tidjo et moi, quand je faisais quelque chose, il savait quoi faire. Quand lui faisait quelque chose, je savais quoi répondre. Il y avait Bouzy aussi qui savait quoi faire, le claviériste. Fabrice, lui, il gérait ses affaires. Donc, l'équipe était tellement solide que c'était devenu comme... C'est comme, tu sais, tu penses pas quand tu bois de l'eau, tu penses plus quand tu respires. Donc, on était devenu comme ça sur un stage. On pensait plus. Ok. On a fait Bien Passé en 2018 aussi. Donc, il y avait Bien Passé comme musique extraordinaire qui a, qui a éclaté le pays. On a eu le carnaval. Donc, c'est après ça l'album qui est sorti, Domination. Donc, ouais, c'est Ok. ça. Puis, quel a été ton plus grand défi quand tu as rejoint Créola? Parce que tu étais nouveau, comme tu as dit, Mhm. ils avaient déjà leur Ouais. énergie, ils étaient déjà en symbiose. Donc, c'était quoi ton plus grand défi quand tu as rejoint Créola en tant Je que jeune? je pense que c'était de me découvrir, en fait. Ok. De savoir c'était quoi mon rôle, quel serait mon rôle au sein du groupe. Et j'ai intégré Crayola par rapport à une chanson qui est Turn Me On. Mais la première fois que je suis monté sur le stage, je savais même pas quoi faire, en fait. Tidjo m'a dit, tu connais les chansons? J'ai dit, oui, je connais les chansons de Crayola. Et en montant sur le stage, j'ai réalisé que je connaissais pas les chansons de Crayola. Parce qu'il y a une différence entre connaître les chansons quand tu l'écoutes et connaître la chanson quand tu dois la chanter. En effet. Tu vois? Et c'est là que je pense que que j'ai automatiquement pris la place de back singer. Et j'ai compris que la place dans Crayola, c'est Tidjo qui l'a en avant. Et moi, j'étais le chanteur secondaire pour le backer. Donc, j'avais pris le rôle, je me suis donné le rôle en quelque sorte de dire, je vais le backer. Sauf quand j'ai ma place, que moi, je vais venir et je vais prendre ma place en avant. Par exemple, des chansons comme Bien Passé, Turn Me On. Quand on est à Montréal, souvent, on jouait C'est Tendez me tendez pour le public montréalais, ou sinon à New York aussi parfois. Mais dans Crayola, et sinon côté production, je savais que c'était ma place aussi en studio. Donc côté écriture, côté production musicale, travailler sur les carnavals, toutes les intros carnavalesques, c'est moi qui les ai composées. Donc écriture des chansons, c'était ça mon rôle en fait dans Crayola. Ok. Puis, c'est quoi ta plus grande leçon que tu as appris de ton passage à Créola? Ma plus grande leçon, je pense l'esprit d'équipe. Je pense que l'esprit d'équipe, ça amène vers la réussite. Et tu sais, avec Crayola, je pense l'équipe qu'on avait, c'était la meilleure équipe de Crayola, selon moi. Mais je suis sûr que Tian Tito et Antito, merci, vont dire la même chose aussi, parce que c'était une très très bonne équipe. Et c'est une équipe que j'aimais beaucoup. Mais je pense qu'on avait aussi une chimie, on avait créé un son nouveau et qui était revenu attirer les jeunes. Les jeunes, parce que tu sais, veux pas, à l'époque, j'avais un visage beaucoup plus jeune, mon petit mohawk, j'avais mon perçage. Fait qu'ils voyaient un jeune artiste avec Tidjo en avant aussi. Et il y avait Fabrice qui avait intégré en même temps. Donc, on avait amené un souffle nouveau pour le groupe. Donc, je pense que cet esprit d'équipe qu'on avait créé avait fait quelque chose de neuf pour Crayola. Je pense que c'est l'esprit d'équipe, en fait, que j'ai retenu. Tidjo aussi, c'est un très bon leader en passant. C'est un très bon rassembleur. En plus, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir des blagues. Ouais, il est très, très drôle. Ouais. Puis, c'est sûr que tu es resté dans Créola combien de temps, là, à peu près? Je suis resté de 2015 à 2019. Ok. 4 ans. Quand même resté 4 ans. C'est à quel moment que tu te dis, bon, tu sais quoi, est-ce que c'est à cause des problèmes politiques en Haïti qui commencent à avoir que tu es rentré ou juste parce que tu te dis, tu sais quoi, je veux une nouvelle aventure, donc t'as juste quitté? En fait, je pense qu'il y a eu un mélange de deux choses. En fait, il y a eu plusieurs... Ça a été un cocktail, je pense, qui m'a fait laisser Haïti. Une des raisons, ça a été... en 2018, le 6-7 juillet 2018, on a tous vécu en tant qu'Haïtiens un événement. Je pense c'est la première fois qu'il y a eu des détonations comme ça. Moi, j'habitais dans les montagnes à l'époque et j'entendais des bruits et je voyais de la fumée sortir de la ville. Et je pense que c'est la première fois qu'il y a eu vraiment comme une sorte de révolution
en Haïti, dans ces temps assez modernes, là, disons. Ou disons que j'avais conscience vraiment que j'habitais là-bas, que j'étais pas un enfant, j'étais un adulte. Et ça m'a choqué un petit peu. Et c'est là qu'on a commencé à recevoir tout le temps des mauvaises nouvelles. Donc, tu vois, par exemple, dans ton téléphone, tous les jours, c'était des mauvaises nouvelles et tout. Donc, c'était lourd pour le mental. Parallèlement aussi, je voulais vraiment comme continuer à me développer en tant qu'artiste, mais en allant vers une autre dimension. Parce que, veux pas, quand tu es en Haïti, il y a deux styles musicaux qui priment beaucoup. Donc, tu as le raboda et tu as le compas. Et c'est les deux styles musicaux. Dis-toi que Creola, c'est un groupe qui jouait parfois 15, 20, 25 fois par mois en Haïti. Euh, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Il y a des jours où on avait 2 performances. Ah bon? Ouais, surtout les périodes carnavalesques. Donc des fois, on va jouer à une école, après ça, on va jouer sur le char jusqu'à 3 heures du matin. Donc c'est quand même très demandant comme travail. Et c'est quoi que je disais avec ça, en fait? C'était quoi, en fait, c'était quoi les raisons pour lesquelles, Ah on oui, va oui, dire... oui. Alors voilà, donc le raboda et le compas, c'est les deux musiques. Et dis-toi que si tu fais 20 shows, ben il y a un DJ qui joue avant toi, ou il y a un musicien qui va jouer avant toi, et qui va jouer du raboda. Et c'est le même rythme, c'était le même rythme. Ça, c'est la première version. Et t'avais Bral pose aux questions. Ça, à cette époque-là, c'était Bral pose aux questions. Tout le monde posait des questions. Tous les artistes montaient sur le stage. Tu allais au Cap, Jacques Mel. C'était toujours Bral pose aux questions. Fait qu'à la fin, je me disais comme, quand j'arrivais en studio pour créer, puis j'essayais de créer quelque chose de nouveau, et je commençais avec quelque chose de totalement différent, et je me ramenais à chaque fois au rabodaï. Donc toutes mes compositions se ramenaient tout le temps au rabodaï, sans faire exprès. Ça retournait toujours au compas. Donc ça veut dire que en tant que producteur, je me retrouvais fermé dans une petite bulle que j'aimais pas. OK. Parce que j'aime ça pouvoir exploiter différents styles. D'ailleurs, on m'a catégorisé, ici on me catégorise comme world music. Et j'ai aimé en Martinique, quand je suis arrivé en Martinique récemment, on m'a dit « Ah, mais donc tu fais la fusion caribéenne ». J'ai dit « Ah, mais ça sonne super bien, ça, la fusion caribéenne, c'est authentique, c'est bien ». Donc je vais dire que je fais de la fusion caribéenne aujourd'hui, où ce que je mélange des styles. Donc tu vas voir par exemple sur mon prochain album, j'ai beaucoup de styles que je mélange. Et c'est ce que j'aime faire en fait. J'aime pas seulement faire du compas. Oui, j'aime le compas, mais j'aime avoir du compas mélangé avec je sais pas, du reggae, du blues, du dancehall. Et c'est ce que j'aime faire. J'aime mélanger des sons, j'aime mélanger des trucs. OK. Puis Ouais. aussi, tu as mentionné quelque chose par rapport à Creola, dans le sens que tu disais qu'en Haïti, vous pouvez jouer 25 fois. Mhm. On va dire dans un mois. Sur toute l'année? On va dire en moyenne 25 fois. C'est vraiment sur toute l'année? En fait, ça dépend des périodes aussi. Quand je te dis 25 fois par mois, il y a des mois où tu peux jouer 10 fois. Il y a des mois où tu vas jouer 4 fois. Il y a des fois où tu vas jouer 25 fois. Non, mais quand même, c'est parce que tu vois, en étant ici à Montréal, Mhm. tu vois, les jazz, comme on les appelle, ils viennent une fois par... Tu sais, ils viennent pas à Montréal souvent. Donc, Mhm. j'avais pas cette réalité d'Haïti, c'était quoi avoir un band. Puis maintenant, je comprends pourquoi il y en a qui restent, parce que c'est là Ouais. que tu travailles le plus, en fait, c'est en Haïti. OK, c'est intéressant. Mais tu sais, c'est pas juste Haïti, hein, quand je dis 25 fois. 25 fois, c'est... Admettons quand on part pour Labor Day, par exemple. Labor Day, c'est en septembre. Donc, on va vers New York. On atterrit à New York. On fait le festival. Ça, c'est pendant la journée. Mhm. Le soir, le lendemain soir, ça se peut qu'on joue à un club. Donc, ça fait une deuxième performance. On part pour Boston. On fait une soirée. Donc, ça fait Boston. On part pour Montréal. On fait une soirée. Donc, ça fait 4 pour le mois déjà. Après ça, on descend à Miami pour retourner en Haïti. Mais arrivé à Miami, on fait un show. Donc, ça fait 5. À Miami, on descend vers Haïti. Et automatiquement, quand on arrive en Haïti, on peut partir vers le Cap. On va vers Jérémy. Fait qu'on est tout... Et c'est beaucoup de travail. Et c'est pour ça que l'industrie haïtienne doit se fortifier, se solidifier. Parce que les artistes ne peuvent pas vivre comme ça toute leur vie. Un artiste qui arrive à 60 ans, imagine-toi aller faire la route du Cap. La route du Cap, maintenant, il y a les avions, les petits avions qui font le chemin, mais il y a une bonne section qui est bien faite et il y a une section qui est un peu moins bonne. Mhm. Donc, c'est fatigant quand même de faire tout ce trajet-là et après ça, devoir faire des routes qui te fatiguent encore plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer l'infrastructure en Haïti pour avoir les droits d'auteur, par exemple. Ouais, Chose qu'on n'a pas. en plus, c'est ce que j'allais te poser parce que tu vois, mon Créola, ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, Mhm. aussi, ils arrivent à. Tu sais, c'est une structure qu'ils ont
bon, les moyens, je sais pas à quelle hauteur, mais tu vois, ils sont capables de vivre. Mais en tant qu'artiste haïtien, comment tu fais, on va dire, pour financer tes projets, faire tes vidéoclips? Parce que tout ça, ça a un coût. Comment, tu sais, il n'y a pas le fonds de... Tu sais, je pense pas qu'en Haïti, tu as un fonds comme ici, on va dire, pour les artistes que tu peux aller piocher dedans, faire des demandes de subventions. Donc, comment tu... On va dire, tout vient de tes poches? En fait, je peux pas parler pour Créole. Non, c'est ça, mais pour toi, moi. à titre personnel. À titre personnel, je suis quelqu'un qui est très... La majorité de mes projets, c'est moi qui les finance. Et mon premier album m'a coûté quand même... si je compte la durée de temps que ça m'a pris pour le réaliser, avant de le sortir, le temps que j'ai mis là-dessus et l'énergie, en plus des dépenses. Par exemple, en Haïti, quand tu es en Haïti, ils donnent l'électricité parfois. Tu sais pas quand on va donner. Hein. Donc, c'est au feeling. Ouais. C'est comme tu vois le poteau dehors s'allume, poup, tu dis OK, il y a l'électricité. Éteins la génératrice. Donc, tu étais la génératrice, mais la génératrice, à chaque jour, je mettais à peu près $200 haïtiens. Okay. $200 haïtiens, mais à l'époque, quand même, c'était quasiment 50 gourdes, 50 gourdes pour $1. Donc, ce que ça veut dire, c'est que... Ouais, c'est à peu près ça. Ça chiffre. Ouais, ça chiffre, quand même. Je suis pas très bon en maths dans ce senslà là. Je suis non bon plus. En musique, mais bon. En tout cas, c'était $200, ça équivaut à 2000 gourdes. 1000 gourdes. Ça équivaut à 1000 gourdes. Donc, c'était $20 US. Quasiment $20 US par jour. Ça m'a duré comme ça pendant quasiment un an et demi, à travailler sur l'album avec la génératrice comme ça. À coût de 20$ par jour. Boum, 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 boum. Ouais, puis ça, c'est sans compter. Aussi, est-ce que tu avais ton équipement? Tu as tout l'équipement nécessaire pour le faire parce que... Ouais. Il faut investir aussi dans les trucs. Par exemple, en Haïti, j'ai dû m'acheter un UPS. UPS, c'est une petite boîte qui a une batterie dedans. Fait que tu branches tous tes équipements dedans. Comme ça, si le courant il change de niveau, mais la boîte te tient l'électricité un petit peu pendant 15 minutes pour te laisser le temps de sauvegarder tes projets et éteindre ton truc. Ah. Ouais. Donc, en Haïti, en fait, c'est très différent d'ici. Tu as l'électricité d'Haïti, EDH, qui rentre chez toi, qui rentre dans ton inverter pour sauvegarder l'électricité. Comme ça, quand on prend l'électricité, tu peux avoir un peu d'électricité pour faire tes affaires. Il y a la génératrice qui est combinée à tout ça. Et après ça, moi, j'avais mon petit truc en plus. Au cas où tout ça tombe, ben, j'ai ça encore à la fin pour pouvoir gérer, tu vois, pour pas perdre des projets. Okay. Donc, mon premier album m'a coûté très cher. Je suis toujours autofinancé, donc je me finance moi-même. Je finance toujours mes projets. Mon premier projet a été financé par Couche-Tard. Ah ouais? On les remercie. Merci Couche-Tard. À 8,50 $ à l'époque, je pense que je gagnais. Ouais, je donne le salaire. Okay. Ouais, c'était le salaire minimum à l'époque, OK. Ouais. Donc, tu as financé ton premier projet comme ça. Ouais. Là, en plus, après, bon, on a fait un peu de zigzag. Tu es parti d'Haïti en 2019. Ouais. Tu as lancé ton premier album techniquement en 2020. 2020. Tout le monde d'accord. Ouais. Donc, en plus, dans Tout le monde d'accord, tu as fait quelque chose d'intéressant. Tu as mis Tandem Tandé. Ouais. Pourquoi? Parce que Tandem Tandé, c'est la musique jusqu'à aujourd'hui que les gens me redemandent encore et encore. En fait, c'est une des chansons. Je ne vais pas dire la musique, mais c'est une chanson que tout le monde aime. Et cette chanson-là, elle vient de mon cœur. Et elle était sur aucun support. Toutes mes chansons viennent de mon cœur, mais celle-là spécifiquement, c'était une chanson que j'ai composée dans une période de ma vie qui était plus difficile. Tu sais, je t'ai dit, je travaillais chez Couche-Tard. Et je voulais être musicien. Je voulais pas travailler nécessairement chez Couche-Tard. Et j'ai eu des situations qui m'ont amené à écrire des textes amoureux forts pendant cette période-là. J'étais en amour. J'étais très, très, très en amour à l'époque. Donc, j'écrivais beaucoup de textes. Et Tandem Tandé, c'est une chanson qui a été bien reçue par le public, qui n'a jamais été vidéoclippée, qui n'a été sur aucun support. Et je voulais avoir 8 chansons sur cet album. Et il m'en manquait une. Et le choix était évident, c'était Tandem Tandé. C'était sûr que ça serait Tandem Tandé. Donc j'ai remanié un petit peu, j'ai refait le mastering pour le mettre un peu à jour, refait un petit peu le mixage, changé quelques sons. Donc la nouvelle version est un petit peu différente de la version originale. Et je voulais créer... je voulais pas que ce soit exactement la même version, mais je voulais garder l'essence de la musique. Donc, et sur un nouvel album, donc ça a été là-dessus. Puis maintenant, c'est quoi ton rapport avec Tandem Tandé? Parce que ça fait quand même, quoi, plus que 10 ans que la chanson est sortie? Ça fait 12 ans, là. C'est ça fait 12 ans. Est-ce que, je sais pas si je devrais te poser cette question-là, est-ce que des fois ça te fatigue? Parce que ça va dire, il y a des artistes qui disent, OK, c'est bon, genre, lâchez-moi avec la chanson. Pour l'instant, pas encore. OK. Et je pense que cette chanson va jamais me fatiguer. C'est une chanson que j'aime beaucoup,
D'ailleurs, la première version de Saturday Mtende, c'est pas le zouk, hein. C'était quoi? Du reggae? La première dancehall? version, c'est comme une sorte de hip-hop R&B, genre. OK. Et c'est une collaboration, justement, avec Meji. OK. Toussaint. Donc, la première version originale de Saturday Mtende, c'est avec Meji. Il avait fait un super beau flow là-dessus aussi. Si vous allez sur la page de Meji sur SoundCloud, Meji Impossible, je pense qu'il a encore son nom là-dessus, vous allez voir la version première de Saturday Mtende. OK. Ouais. Puis, pourquoi tu as retenu cette version, la version qu'on connaît tous, entre guillemets? La version zouk? Exactement. Parce que à cette période-là, j'avais une influence d'Impossible aussi. Donc, on travaillait sur beaucoup de projets dans cette direction-là. J'avais aussi une très forte influence côté Kizomba. J'écoutais beaucoup de Kizomba, des musiques comme Pedro, C'est Quattro Pedro, que j'aimais beaucoup. D'autres artistes aussi dans le domaine Kizomba. Et j'avais commencé à vouloir mélanger des styles. C'est là que j'ai commencé à vouloir mélanger des styles de musique. Et donc, tu vas voir que, par exemple, Saturday Mtende, c'est pas du compas pur, c'est pas du zouk. Oui, j'ai écrit zouk remix, mais il y a une petite touche de zouk. Mais le zouk, il y a de la guitare dans le zouk. Il n'y a pas de guitare sur Saturday Mtende. Donc, c'est pas vraiment du zouk, c'est de la keys. Okay. Et je l'ai mélangé avec du compas vers la fin. Donc, ça a été le premier mélange, je pense, que j'ai fait entre kizomba et compas. Et ça a été même catégorisé par le monde kizomba. D'ailleurs, il y a eu plusieurs cours en Martinique qui ont été donnés sur cette chanson-là, en Guadeloupe. Il y a des places comme, par exemple, le Cap-Vert qui ont bien reçu cette chanson aussi. Donc, faut croire que la langue créole, ça traverse les continents quand même. En effet. Ouais. Fait que je suis contente que ça a traversé Faudrait, puis même que ça s'est rendu jusqu'à... Tu sais, au Cap-Vert, c'est une petite île. Ouais. C'est à côté de Dakar. Près, pas loin du Sénégal, que ça s'est rendu là, genre... Ouais. C'est un truc de malade. Et je vais te dire la vérité, il y a un artiste avec qui je travaille maintenant qui s'appelle Enzoy. Enzoy, j'ai sorti une chanson avec lui qui s'appelle Yola Love. Et c'est un artiste sénégalais, un jeune artiste sénégalais, qui m'a d'ailleurs contacté par Instagram pour me dire... TMD, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais pouvoir refaire la chanson Saturday Mtende en cover. Et je lui ai dit, mais comment tu as découvert cette chanson? Il m'a dit, mais tout le monde connaît cette chanson. J'ai dit, ah ouais? Il m'a dit, ouais. Donc finalement, je lui ai proposé un autre. J'ai dit, écoute, choisis un instru sur ma plateforme, sur ma plateforme BeatStars. Et cet instru-là, je te la donne. Et on va faire une chanson avec. Donc okay. Il a enregistré la chanson, il s'est sorti, ça s'appelle Yola Love, qui est sorti au mois de mai, le 4 mai. OK. Puis aussi, quand je faisais mes recherches pour le podcast, j'ai remarqué que tu likes, tu sais, chaque commentaire qu'on te laisse sur YouTube, personnellement, tu vas y répondre. T'as vu ça, toi? J'ai tout vu. C'est vrai? Oui, j'ai tout vu, mais ça, que je trouve que, en tant que... J'ai la difficulté à qualifier d'artiste haïtien parce que je trouve que la musique n'a pas de frontières, mais c'est quelque chose de rare que tu vois. Je sais pas pour les autres, mais c'est pas... vraiment commenter chacun des commentaires. Puis aussi, je me dis qu'il faut avoir une force d'esprit parce que tu peux avoir quelqu'un qui écrit des commentaires négatifs. Je sais pas si ça a déjà arrivé, mais pourquoi tu prends la peine de relire et de répondre à chacun d'entre eux? Même quand ça fait 12 ans que la vidéo est sortie, tu vas y répondre pareil. Ouais. J'ai vu. Pourquoi? T'as vu ça, hein? Oui, j'ai vu ça. En fait, de la même façon que ces gens prennent le temps de m'écrire, je pense que j'ai le devoir, disons, de prendre le temps de leur répondre aussi. Tu sais, si je fais de la musique aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un support de certaines personnes. Et souvent, je dis toujours ça. Tu sais, mon prochain album qui va sortir, je vais te donner le nom, ça s'appelle Infini. Et j'ai réalisé avec le temps que j'ai des amis, ça fait des années qu'ils me supportent. Et quand j'étais dans Créole, en fait, j'avais un petit peu moins de temps parce que, tu sais, j'étais toujours en tournée et tout. Donc, en fait, il y a beaucoup de commentaires que j'ai pas eu le temps de répondre quand j'étais dans Créole là. Et quand je suis retourné ici à Montréal, j'ai pu respirer, en fait. J'ai pu faire, OK, là, j'ai un peu plus de temps pour moi, j'ai un peu plus de temps de travailler sur mes projets. J'ai travaillé sur Mea Culpa, mon dernier album avant Infini. Et j'ai pris le temps aussi de dire, tu sais quoi, je vais répondre à tout le monde qui me supporte. Donc, ça, c'est mon devoir de le faire. Parce que je sais que l'autre personne au bout de l'ordinateur, en fait, ou du téléphone, mais un jour, il va lire ce commentaire. Je suis peut-être son artiste préféré. Et il voit que... Tu sais, imagine-toi 2 secondes que ton artiste préféré te répond. C'est cool. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, et jusqu'à aujourd'hui, je me demande si c'était vrai. J'ai reçu un courrier, j'ai reçu un message. À l'époque, je mettais des beats sur Facebook. T'imagines, on mettait des beats sur Facebook. Qui allait découvrir nos beats sur Facebook? Mais j'ai reçu un commentaire un jour, et j'ai reçu un message par la suite dans mon DM, dans mon Messenger,
de Usher. So, j'ai Usher qui m'a écrit, qui m'a dit « Ce que tu fais, c'est vraiment très, très bon. C'est extraordinaire. Envoie-moi ça sur telle adresse courriel. » Et moi, je dis « Ah, c'est pas vrai, c'est pas Usher. » T'as pas envoyé? J'ai pas envoyé. J'ai pas envoyé, mais quelques mois, quelques semaines après, il est venu à Montréal. Il est allé au club, je pense que c'était La Mouche à l'époque. Il est allé au club La Mouche et je suis allé avec une de mes très bonnes amies et on a débarqué et on a pu le voir. Donc j'ai dit oui, c'est moi. Il m'a fait comme. Mais on est resté de loin. Je Ouais. même pas j'étais qui. Mais Ok. j'ai eu la chance de parler sur Facebook avec Miley Cyrus. Faudrait. Bon, je te promets. Comment Mais je croyais pas que c'était elle non plus. J'ai pas, Non, mais là, comment t'as eu la confirmation que c'était Miley Cyrus? Je savais que c'était elle parce que c'est devenu sa page officielle. Ouais, et après ça, j'ai eu la chance de parler avec Usher qui m'avait écrit à l'époque aussi. Ouais, parce que tu sais, en fait, l'affaire, c'est que à l'époque, personne ne me connaissait, hein, faut que je te dise. Et je connaissais tous les artistes et aucun des artistes me connaissait. Mais donc ces artistes, c'était des gens que je trouvais comme extraordinaires. Quand je dis je trouvais, c'est parce que j'étais pas dans le même milieu qu'eux. Ou disons, j'étais pas encore reconnu par mes pairs. Donc, je les voyais et j'étais comme, waouh, un tel, waouh, 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 waouh. J'aimerais tellement ça pouvoir faire ça, être comme lui, être populaire comme lui et tout. Donc, ça, c'était le rêve. Et ils étaient inaccessibles. Donc, le fait qu'ils soient inaccessibles, le jour qu'il devient accessible pour moi, je crois pas que c'est lui. Ouais, donc, ben, je te crois. Puis surtout que, bon, c'est sûr qu'à l'époque, il y avait peut-être moins de fraude, Ouais. mais il y avait de la fraude, tu vois. Ouais. Comment tu. Donc, ça, je savais pas en fait. Donc, moi, j'aurais trop aimé que Timbaland me réponde. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plein de DM. Je suis dans le DM de Timbaland pour lui dire, oh, bro, on va faire un beat ensemble. Mais il m'a pas encore répondu. Je suis pas encore au niveau pour qu'il me réponde peut-être. C'est Ça va question de arriver. temps. Ouais, ça va arriver. Ok, c'est bon. Je sais que ça va arriver. Mais là, j'ai une question. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que Miley Cyrus t'a dit? Ah non, rien. Ah. J'ai rien mettre sur les ondes. Ah, ok, c'est bon. Ouais, mais j'ai eu. Donc c'est ça, man. C'est ça. Je pense que c'est ça. Ok. Ouais. Ok, c'est bon. Donc, t'es revenu à Montréal parce que je pense que ta créativité en Haïti était limitée au rabodaï qu'on parle. Est-ce que tu trouves qu'en tant qu'artiste qui fait, on va dire, c'est quoi déjà? Fusion caribéenne. Fusion On caribéenne. va dire world music parce qu'ici, il n'y a pas de fusion caribéenne comme catégorie. Mais... Ok. Est-ce que tu penses que des fois, c'est un peu difficile d'évoluer, surtout que la majorité de tes textes est en créole? Donc, en étant ici, est-ce que c'est difficile de faire de la musique? Je vais pas dire haïtienne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es limité. Bon, t'es pas limité à Montréal parce qu'il y a Internet, mais tu vois ce que je veux dire? T'as peut-être. Est-ce qu'il y a des contraintes? Ouais, t'as des contraintes par le fait que t'es là à Montréal physiquement. Je te réponds à cette question d'une différente façon. Ok. En tant qu'artiste, je pense que c'est important de rester soi-même. Une grande partie de mon éducation, de ma culture générale vient d'Haïti. La langue que je suis le plus confortable dedans, ça va être le créole. Ça a toujours été le créole. Et en grandissant, je choisissais toujours le créole avant de choisir le français au parler. Donc, dépendamment de la situation. Par contre, le créole a toujours été une langue très forte chez moi. Et je suis fier d'être créole, en fait. Je suis fier de parler créole. Donc, je ne pense pas que le créole amène une contrainte nécessairement. Parce que mon dernier album, par exemple, Mea Culpa, j'ai 12 titres. Je pense que j'ai peut-être un titre ou deux titres avec 3 titres, en fait. J'ai Janda, Menemale et Déjà Vu, qui ont une partie en français ou qui sont totalement en français. Après ça, tout l'album, c'est en créole. Quand même, j'ai été nommé comme finaliste au Gala Dynasty. Donc, c'est pour te dire que la langue n'est pas nécessairement une barrière. C'est plutôt un avantage parfois. Parce que le fait de parler créole, en quelque part où il n'y a pas beaucoup de monde qui parle créole, je deviens exotique. Ok. Tu vois? Si je suis le seul artiste qui fait de la musique world, ou un des seuls artistes, si on est 5, disons, artistes à chanter en créole au Québec, et à créer de la bonne musique, je dis pas qu'on est 5 là, ça se peut Non, plus. vous êtes plus que ça, mais je comprends. Ouais, donc en gros, on est exotique. Ok. On est ensoleillé. Vous êtes ensoleillé, vous venez ensoleiller le Québec. Ok. Maintenant, on va parler du Gala Dynasty. T'as été nominé. C'était l'année dernière? Oui. 2020, cette année en fait. C'était cette année? Ok. Ok. Oups. C'était cette année. Donc, c'est sûr que t'as été nominé, mais je sais que tu dis en entrevue que même si, on va dire, t'as pas gagné le
le premier prix, t'es quand même content d'avoir eu cette nomination-là. Comment ça, t'es aussi sage? Comment? Oui, dans le sens que, pour moi, c'est genre, tu sais, il y en a qui auraient été un peu... Puis je pense même dans comment tu te comportes, même, tu sais, avec le fait que tu vas lire chacun des commentaires. Tu décides de... Tu sais, même si elle va dire t'es le deux, tu sais, t'as pas gagné, entre guillemets, genre, je comprends pas comment t'es dans un good vibe positif, tu vois? Tu sais, en fait, l'univers, on vit dans un univers, ok? Et moi, je me considère comme un pion, une petite particule. Comme dans ton corps, par exemple. Dans ton corps, ce que je vois là, c'est pas juste toi, ça. Il y a d'autres particules à l'intérieur de toi qui font, ou des cellules qui font de toi qui tu es. Tout comme moi aussi, j'ai des petites cellules qui font de moi qui je suis. Donc, je suis une cellule dans un corps. Quand on parle, par exemple, de cancer, je vais aller loin avec toi là. Quand on parle de cancer, par exemple, mais le cancer, ça commence avec une cellule cancérigène qui va se développer, se multiplier, etc. et créer le cancer peut-être qui peut être généralisé dans un corps. Mais est-ce que moi, je veux être un cancer pour la planète ou je veux être une bonne cellule? Tu vas être une bonne cellule. Je veux être une bonne cellule. Donc, si je vis dans un corps qui est l'univers, il faut que je fasse de mon mieux pour que cet ensemble soit bien. Donc, c'est comme ça que je vis, en fait. OK. C'est Puis comme ça que je maintenant... vis. Oh, Donc, excuse-moi. l'univers, en fait, c'est pas moi qui ai la force sur l'univers, c'est plutôt l'univers qui a une force sur moi. Donc, par exemple, si, quand l'inspiration vient, est-ce que c'est moi qui décide de ce que je vais faire ou c'est ce grand ensemble dans lequel j'habite qui va avoir cette influence et me dire, Michel, toi, petit être, crée ça. Tu vois? Ouais, je vois. Bon, maintenant, on va passer au jeu. On a un jeu. Ouais. C'est notre compétiteur Munchies. Juste un instant. Juste prendre le bol en question. Donc, notre commanditaire Munchies, on va faire comme si c'était écrit Munchies ici, nous donne un jeu. Et puis, Munchies, là? c'est la compagnie Munchies de bonbons exotiques. Ah, ok. Oui, j'avais pas dit, j'ai un Tu commanditaire. m'as pas dit. Oui, j'ai un commanditaire qui Nice. commandite le podcast. Donc, merci Munchies. Donc, j'ai pris toutes les chansons. Ok. Il y en a que c'est des titres, il y en a que c'est juste des chansons. Les paroles, j'ai essayé de les dire en créole, il ne faut pas me juger. Puis là, je vais te demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Oh, quel jeu! Comme ça que tu fais ces bails? Oui? Let's go, let's go. Oh, là, c'en est une intéressante. D'entendre, tu as dit voler machine pour... Est-ce que tu es volé machine en Non, vrai? non. Ça, c'est une façon de dire à la personne, tu sais, quand t'aimes quelqu'un vraiment de tout ton cœur, Mhm. et tu sais vraiment que tu es prêt à tout faire pour cette personne-là. Donc, c'est une figure métaphorique Mhm. pour dire, je suis prêt à tout pour toi. Je suis prêt à voler des voitures, j'ai dit voler machine, voler la lune. Je ne veux pas voler la lune, là, vraiment. Écoute, je sais pas. Mais c'est beau. C'est beau? Et ouais, je veux dire que c'était la vérité à l'époque quand j'ai écrit cette phrase. OK. Bah d'abord les machines, oui, mais la pas fait le monde. Puis, dans Carnaval 2017, dans l'album Domination de Créola, tu as dit quelque chose qui était intéressant. Puis aussi, sans toi libre de répondre dans la langue. Tu sais, tu peux répondre en créole, je vais pas mettre des sous-titres. Nous vivons à l'aria, c'est ça que fait nous jeunes respect. On va dire, qu'est-ce qui t'a inspiré ça, on va dire, parce que, on va dire, comment, on va dire, je vois ça. Des fois, on va dire, ils vont dire, ouais, les artistes, on va dire, les artistes, veux pas, tu fais partie du top de la société, t'es loin de la réalité de la... Oh non. Il y en a qui vont dire ça, non, mais il y en a qui vont dire ça, tu vois. Donc, le fait que tu dis ça, pourquoi t'as tenu à mettre ça dans ton carnaval? Good man, good bad man, tout le monde marche avec na. Good guys are bad guys, tout le monde campé derrière. Nous vivons à la ria, c'est ça que fait nous jeunes respect. Nous quoi dans ligne, on fait men font sel pour nous travailler. Et nous vivons pour la ria. Nous marcher à la ria, c'est ça que fait. J'oublie le reste. Mais en fait, Créola, c'est un groupe. En fait, je réponds à ta question sur deux volets. Premier volet, c'est que Créola, c'est un groupe. On est terre à terre. C'est un groupe terre à terre. C'est un groupe. Que tout le monde vit avec tout le monde. D'ailleurs, c'est le groupe qui est le plus proche du peuple haïtien. Il y a deux groupes qui habitaient en Haïti, qui étaient basés en Haïti, c'est Créola et Djakout. Tous les autres groupes, ils étaient à l'extérieur du pays. Donc, Créola, c'est le groupe qui fait le plus de tournées nationales.
c'est le groupe qui était le plus proche, qui est jusqu'à présent, après moi, le groupe le plus proche du peuple. Et que le peuple nous aime beaucoup aussi. Ou nous aimait beaucoup aussi quand j'étais dans le groupe. Comme tu vois que je suis sur YouTube et que je parle à tout le monde, je suis exactement comme ça quand je suis dans les rues de Port-au-Prince. Ou peu importe où ce que je vais d'ailleurs. Donc je suis toujours dans la rue en train de parler aux gens, je suis en train de prendre des photos, je bois avec... À l'époque, je buvais de l'alcool. Donc je buvais avec les gens dans la rue. Donc j'étais proche des gens. Je prenais des photos avec tout le monde. Quelqu'un veut prendre une photo avec moi. Si elle me dit je prends une photo, oui, c'est bon. Je prends des photos. Des fois, je rentrais chez moi puis j'avais du rouge à lèvres sur mon cou. Ouais, parce que, tu sais, et pour moi, ça fait partie, euh, bien sûr dans le respect, mais ça fait partie de, en tant qu'artiste, il faut que tu sois là pour tes fans. Donc, quand on dit pour l'aria, quand je dis pour l'aria, c'est que c'est pour tout le monde, en fait. C'est pour... donc, effectivement, quand Créole arrive en quelque part, c'est comme si on avait la protection divine et ensuite on avait la protection des gens qui nous accueillaient ensuite. Donc, il n'y a pas une seule fois que je sortais, que je suis en Haïti que j'ai peur. Parce que je sais qu'en Haïti, je fais du bien. Je fais toujours du bien avec les gens. Fait que je vois pas pourquoi les gens me redonneraient quelque chose de mauvais. C'est Tu vrai. vois? Donc, je pense que on m'a beaucoup respecté en tant qu'artiste et le peuple en général m'a respecté en tant qu'artiste. Et c'est un des publics que j'aime beaucoup, le public haïtien. OK. Pour le respect qu'on me donne et comme je leur remets le même respect aussi. D'ailleurs, tu m'as dit aussi, tu vois que je réponds à tout le monde sur YouTube. Et c'est pas YouTube, mais je réponds à tout le monde sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, SoundCloud. SoundCloud, c'est un peu plus difficile parce que je reçois tellement de commentaires par rapport aux chansons que j'arrive plus à nécessairement suivre. Mais les autres plateformes, je réponds à tout le monde. Tout le monde qui m'écrit, je réponds. OK. Et si je réponds pas à quelqu'un, honnêtement, c'est que j'ai pas vu. Parce OK. que je réponds à tout le monde. OK. Puis, encore de domination. Ouais. T'as dit, me rentrer l'église, moi demandé bon Dieu côté femme ça t'es caché. Est-ce que c'est vrai que t'es rentré à l'église pour demander côté femme ça t'es caché? Tu sais, je chante beaucoup avec mon cœur. Hein. Je chante beaucoup de vérité. Ça, c'est dans Tam Tam, ça. Oui, effectivement. Cette chanson, c'est une chanson que j'ai composée en 2013 aussi. Donc, tu vas avoir... En fait, 2013. Donc, il y a j'ai un groupe de chansons qui viennent de la même époque. Tu vas avoir C'est Tandé M'Tandé, Turn Me On, Tam Tam. J'ai une chanson qui s'appelle Pas Jamais Give Up. Pas Jamais Give Up, c'est une chanson qui sort sur mon prochain album, mais qui a été composée en 2013. L'amour prend même. C'est toutes des chansons que j'ai composées dans la même époque. Et tu vas voir que c'est toutes des chansons qui sont... Mais à part Pas Jamais Give Up, mais c'est toutes des chansons qui sont liées à l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de très fort. Et quand tu ressens l'amour qui va vers la passion, en fait, c'est là que les textes et les chansons deviennent de plus en plus fortes. Donc, tu vas voir qu'il y a des artistes qui écrivent des chansons, puis les gens sont comme « Waouh, je comprends pas comment cette chanson fait pour être aussi belle. » Mais c'est parce que le gars ou la fille a écrit avec tout son cœur, elle a chanté avec tout son cœur. Et parfois, nous, en tant qu'artistes, on est seul en studio, on pleure. En tout cas, moi, des fois, je pleure. Ouais, ça m'arrive. Puis je pleure et je chante. Et ces chansons-là, c'est des chansons que les gens me disent « Waouh, c'est tellement une chanson positive, belle et tout. » Et moi, je suis comme « Je suis en train de pleurer quand je l'ai chantée. » Mais c'est ce qui fait que la chanson soit comme elle est. C'est ce qui crée l'essence dans cette chanson-là. OK. Ouais. Puis, dans ton album Infini, il y a un titre, M'pas vle déranger. Ouais. C'est qui se voulait pas déranger? Ah, ça, je garde secret jusqu'à la fin. T'essaies de me piéger, là. Non, mais... Mais en fait, je vais te dire c'est quoi la vérité. La vérité, c'est que tout le monde... Je suis sûr que toi aussi, t'as quelqu'un. Ah, ma virée le sou. Je suis sûr aussi que t'as quelqu'un, peut-être qui n'est plus avec toi aujourd'hui, et qui est peut-être marié, qui est peut-être en couple. Donc, tout le monde, en quelque sorte, le premier amour qu'on a eu souvent, c'est pas le dernier amour qu'on va avoir. OK, Tu vois ce que je veux dire? je comprends. Donc, je pense que tout le monde a quelqu'un comme ça, qu'on veut pas déranger, qu'on veut la laisser dans son... Dans son coin, OK. Dans La Caille, c'est la caille, dans ton album Mea Culpa, tu dis « Si m'pas parler, c'est parce que... Bah, les plein. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est sûr que dans La Caille, c'est la vraie, tu parles de la réalité du pays, mais pourquoi tu veux pas parler? Pourquoi tu veux pas parler pour pas qu'on dise que... Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Ouais. En fait, je suis un livre ouvert, en fait. Donc, je vais m'ouvrir dans ton podcast.
Vas-y. Si tu écoutes bien La Caille, c'est La Caille, tu vas voir qu'il y a deux parties de la chanson. Il y a la partie du petit gars qui est en Haïti, donc le jeune qui grandit en Haïti, et il y a ce même jeune qui n'est plus en Haïti. Donc, et tu vas voir que les deux couplets, en fait, c'est la continuité l'un de l'autre. Donc, le premier couplet, c'est le jeune qui est un petit peu désespéré, qui grandit, qui a un diplôme, qui a étudié, travaillé dur. Il est allé à l'école, il a peut-être un diplôme en médecine et il n'a aucune opportunité, il ne peut pas travailler. Et le seul choix qu'il trouve, c'est de partir. Mais souvent, on est dans une société, par exemple, en tant qu'artiste ou en tant que citoyen haïtien, tu veux parler, admettons, de quelque chose que tu vois ou d'une opinion que tu as et tu réalises que c'est difficile de parler dans les... Parce que l'opinion et la politique, c'est très, 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 très proche. Donc, si tu dis, par exemple, « Oh, la vie est trop chère ici, je pense que... » Ah! Tu fais de la politique. En effet. Tu vois? Donc, c'est très proche. Et quand tu es une figure publique, il faut faire aussi attention à certaines choses que tu vas dire. Parallèlement aussi, un jeune peut ne pas vouloir s'impliquer en politique ou ne pas vouloir s'impliquer avec des opinions pour ne pas avoir à frustrer ou mettre sa vie en danger par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose qu'il aurait pu dire. Tu vas voir que de nos jours, récemment, les jeunes, ils prennent beaucoup plus de place à dire comme « Non, ça, c'est pas possible, ça. Il faut qu'Haïti change. Il faut qu'Haïti soit bon. On veut vivre en Haïti. On veut pouvoir travailler en Haïti. On veut ci, on veut ça, on veut ci. » Donc, les Haïtiens, les jeunes Haïtiens commencent à s'impliquer un petit peu plus avec leur opinion. Ce qui est une bonne chose parce que on a une génération de politiciens, par exemple, c'est des politiciens que ça fait depuis que je suis petit, depuis que je suis jeune, que je suis né, je pense quasiment, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes. Puis, yo, si tu vois que quelqu'un prépare ta nourriture pour toi, puis à chaque fois qu'il prépare la nourriture, il met le feu, à un moment donné, il faut le changer, même. Oui, oui, you know? oui, effectivement. Mais c'est comme si c'est les mêmes personnes qui font la bouffe à chaque fois, puis ils brûlent notre bouffe, puis ils brûlent, puis là, ils ont brûlé la cuisine, là, ils ont brûlé tout, là. Mais ils sont encore là. Donc, quand je dis, si je ne veux pas parler, si je ne veux pas parler, c'est parce que je ne veux pas plaindre, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire pour se plaindre, mais parfois, il faut prendre un peu de recul, puis chercher une autre solution. OK. Donc, la deuxième partie, tu sais, un Haïtien qui habite en Haïti, moi, je me rappelle... justement, je suis parti en 2019. En 2018, j'ai vu un des discours. En fait, il y a toujours des discours de président où ce que le président te dit, par exemple, ça va se calmer, ça va ci, ça va ça. Et le dernier discours que j'ai pris, c'était Jovenel, que tout le monde était rassemblé pour regarder le discours. Et après ça, quoi? On l'a assassiné. Ouais. Donc, en gros, c'est l'espoir de toujours, chaque fois que le président parle, c'est comme tu as un espoir. Waouh, ok, ça va changer. Et puis ça ne change pas. OK. Donc, il faut que ça change. C'est vrai, il faut que ça change. Ah, c'est pour ça que j'ai sorti deux chansons, Liberté et puis Tombeau. T'inquiète, il y a des trucs dans le petit pot. C'est bon. Là, il y en a un que j'ai trouvé sur Spotify. C'est pas sur ton album. Si je dis mal, tu me diras, c'est Paniko Taj Mahal. Paniko Taj Mahal. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Parce que c'est hors de... C'est pas du compas, c'est pas... Ouais. Pourquoi? En fait, j'ai plusieurs choses que j'aime faire dans la vie. Ma première passion, ça a été le beatmaking. Et j'ai tellement d'instrumentaux. Je dois avoir au moins, sans exagérer, 2000 ou plus instrumentaux que j'ai composés. Et j'aimerais bien faire un album instrumental. Je sais que les gens, en tout cas mon public, n'est pas prêt pour ce genre de choses parce qu'ils aimeraient... Souvent, les gens préfèrent que je chante des trucs, mais je vais sortir des projets instrumentaux. Donc, Paniko Taj Mahal et un autre aussi qui s'appelle Soft Thorn. C'est les deux projets instrumentaux que j'ai sortis. Et donc, voilà. Pourquoi Paniko Taj Mahal? Je sais pas. Le Taj Mahal, c'est quand même bien, hein? C'est une belle place. Oui, je suis pas allée encore, mais tu vois, quand je regardais ça, j'étais genre... Ouais. Et tu vas voir que c'est un beat qui est quand même actif, qui est quand même un beat qui est hype. Et donc, dans le fond, c'est Panique au
Taj Mahal. Donc, c'est comme une sorte de panique au Taj, comme s'il y avait un problème qui se passait au Taj Mahal. Ah, ok. Mais j'ai collé tout ça, on dit panique au Taj Mahal. Ok, je savais Ouais, j'aime pas. ça. J'aime faire ça aussi avec les titres. Je Ok. m'amuse. Là, j'ai vraiment une question très Let's sérieuse. go. Les Haïtiens, là, avec Zopodopolo. Pourquoi? Pourquoi toujours Zopopodopo? Oui, pourquoi Zopodopolo? Eh, c'est bien, ça tombe bien. Mais non, mais... Zopodo, zopopododo, zopodo, zopopododo. Tu sais, je vais te dire pourquoi. Je pense que je sais pourquoi. Quand j'étais jeune, à l'époque, il y avait LimeWire. Donc, Ouais. j'ai grandi à l'époque de LimeWire, où on téléchargeait des sons en MP3. Mhm. Ça prenait, si tu voulais écouter, par exemple, un C'est pas pour date ou une musique aujourd'hui, mais il fallait la télécharger une Oui. semaine avant pour être sûr que les 3 mégabytes que tu voulais télécharger, tu avais accès à ça, ok? So, comment je peux dire ça? Les Haïtiens, moi, en tout cas, moi j'avais toujours dans ma tête, je me disais, mais ça serait tellement plus simple si on inventait une application qui faisait comme, que tu pouvais faire avec ta bouche dans un micro, tu faisais comme ton contact, et puis ça trouve ça, mais c'est Shazam aujourd'hui. Shazam aujourd'hui, tu scannes ton truc et tu le trouves. Oui, mais attends, là, non, ça fonctionne pas ce que tu dis parce Mais attends, que... je vais te dire. Ok, dis-moi. So, Shazam, c'est un petit peu le même concept, sauf que lui, il est allé vraiment en détail, il va lire c'est quoi la wave, c'est quoi le son, comment la basse elle joue, bon, bref. Mais, dis-toi qu'un Haïtien, il a une façon bien spécifique de t'expliquer c'est quoi un son de guitare. Ça c'est guitare. C'est pas keyboard, ça. Ça, c'est pas un keyboard. C'est une guitare. Keyboard. Donc, je pense à ça. Donc, quand le keyboard fait tu fais le son du keyboard avec ta bouche. Ok, ok. Ça, je pense que ça fait du sens quand même, non? Oui, Bon. je sais. C'est juste que, écoute, je faisais l'entrevue, là, je me suis dit, bon, je regardais tous tes sons et tout. Dans Good Love, à la fin, tu dis un similaire à Zopodopodop. Là, je suis genre, mais c'est quoi? On sait que c'est là. Ouais. C'est très culturel. C'est chez nous. C'est chez nous, mais il reste que tu vois, quand il y a des étrangers, il y a une fois, j'étais dans un parc, là, quelqu'un qui me dit, ouais, mais la chanson Zopodopodop. Là, j'ai dit, mais frère, quel Zopodopodop que je peux mettre? Il y en a 10 000. La personne faisait référence à la chanson de Dro Exiani, 40%. Non. Il y a trop de Zopodo pour vrai. Mais c'est pour ça que je dis ça. J'aimerais savoir c'est qui l'original Zopodo. Bon, bah, À qui appartient ce Zopodo-là? J'aimerais ça savoir pour de vrai. Ouais. Dans Déjà Vu, parce que je sais que tu dis Déjà Vu. Mhm. Ok. Je me suis souvent rabaissée pour mieux comprendre les autres. Ça t'est jamais arrivé? Je sais pas, j'y ai pas pensé. Non? Non, j'ai pas pensé, je vais y réfléchir, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dis, t'écris ça dans Déjà Vu? Vous. Je me suis souvent rabaissé pour mieux comprendre les autres. Mais aujourd'hui, je vous dis que je m'en fous. J'ai décidé de changer de quartier. Car Donc, je vous ai donné bien plus que vous m'avez donné. Tu sais, des fois, tu donnes tout ce que tu as à une personne ou à des gens ou un groupe de personnes. Et ce que tu reçois en retour, c'est pas la même chose. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins fort. Au contraire, tu deviens plus fort ou plus forte. Donc je pense que c'est un petit peu ça le message derrière ça. Je pense pas que c'est la phrase seule qui fait le sens, mais c'est plutôt le contexte. Donc de dire que peut-être, tu sais, des fois tu donnes la main à quelqu'un, tu dis, je vais te donner un exemple bien simple. Tu sais, ça c'est ton espace. Tu es à l'aise là dans ton espace, tu veux créer un chaos ici, tu mets ton espace en chaos. Mais je suis ton ami. J'arrive ici, je fais comme, hey Liana, c'est pas grave. je sais que c'est pas grave, c'est normal que c'est pas grave, c'est ton nom pour moi. Il faut arranger ton espace. C'est là que je commence à arranger ton espace pour toi. Donc je le fais pour toi. Donc je te donne quelque chose. Et en échange, je me dis non, touche pas à mes affaires. Non, parce que j'aime ça comme ça. Et tu commences à écraser tout ce que j'ai arrangé pour toi. Mais tu me fais de la peine parce que moi j'ai essayé de t'aider en tant qu'ami. Et ça, je te donne l'exemple de l'espace parce que c'est quelque chose de visuel. Mais des fois, ça peut être un échange de communication, un conseil que tu donnes à quelqu'un.
qui n'est pas obligé de recevoir ce que tu lui dis, mais quand tu donnes et que la personne te renvoie quelque chose qui est totalement différent de l'intention que tu avais envers elle, mais c'est là que ça peut blesser peut-être, tu vois. Donc, quand je te dis maintenant je m'en fous, ben c'est la phrase d'après dit mais aujourd'hui je vous dis que je m'en fous. Donc en gros, je donne, je fais le bien que je pense que je dois faire selon ce que je pense qui est bon. Et si tu me renvoies quelque chose de mauvais, ben c'est ton problème. Moi, je le reçois toujours bien. OK. Voilà. Dans ton Donc album en gros, Infini. je laisse plus rien m'affecter de manière, je vais dire quelque chose de différent. Je laisse tout ce qui vient me trouver m'affecter de manière positive. Et toutes les négativités, je les bloque. OK. Donc comme ça, c'est plus facile. OK. Ouais. Puis, dans ton album Infini, est-ce que j'ai bien écrit ça? Bon, moi? Bon, merde. Ah, bon, merde, excusez. Ouais, bon, merde. C'est la main de qui? Je vais répondre à cette question différente. Parce que comment ça, c'est la main de qui? Bon, merde, c'est une chanson qui est très, très, très originale sur mon prochain album. OK. C'est une chanson où justement j'ai testé un style. Disons, ça, je pense que c'est de la fusion. Fusion, zouk, compas, rabodaï, futuristique. OK. Donc ça, c'est une chanson qui a des traits très futuristiques dedans. Que j'espère que les gens vont pouvoir justement ouvrir leur esprit, leurs oreilles et ouvrir leur perception de la musique justement pour pouvoir percevoir ce son d'une différente façon. De ne pas se dire, ah, ok, qu'est-ce que tu aimes dire? Pourquoi tu aimes dire pas faire un compas avec ça? Ça aurait été... Non, je veux que vraiment de dire, ok, mais si quelqu'un continue à faire des styles comme ça, peut-être ça peut amener vers quelque chose. OK. Donc, Bamméon, c'est une chanson d'amour, bien sûr, mais très, très, très originale, je pense. Très Ok. différente de ce que j'ai l'habitude de faire. OK. Ouais. Parce que j'ai vraiment écouté toutes tes chansons. C'est vrai? Oui, et je te dis, j'ai écouté toutes les chansons. Il y en a que j'ai mis dans... Il y en a qui me faisaient rire. Comme. Ben, c'est ça, c'est la prochaine. M'gem Madame Nankai, mais m'gem un petit bout de ya. Ça, c'est Turn Me On, ça. Exactement, t'es mignonne. Ouais. Comment t'arrives et tu te dis, tu sais quoi, je commence à écrire ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Mais la vérité? Comment ça? Comment ça? Oh, non, Mais à l'époque, tu sais, cette chanson, elle date de 2015 aussi. Ouais, date. Donc, je suis plus le même homme de 2015. Je suis plus la même personne. Je suis une version améliorée de moi. J'ai eu plusieurs updates et des upgrades. Ah ouais? Ouais. Ok, c'est bon à savoir. Mais je t'ai dit aussi, c'est à la même époque, c'est à la même période que C'était de m'tender, Turn Me On, Menemale. C'est les mêmes périodes. Ok. C'est bon à savoir. Ouais, donc si on va écouter mes chansons de 2012, je pense pas que j'ai beaucoup de chansons. En fait, mon album, Tout le monde d'accord, a été majoritairement composé entre 2012 et 2019. Ok. Donc, il y a plusieurs chansons qui ont été composées en 2012, mais que j'ai retravaillées pour mettre un petit peu plus à jour, très légèrement, hein, parce que, tu vois, par exemple, Bam Meo, c'est une chanson que aujourd'hui ça se peut qu'elle soit bien reçue, tout comme les gens pourraient... en fait, j'espère qu'elle va être bien reçue. Mais c'est une chanson qui est futuristique. Donc, comment tu peux dire aux gens, accepte ça maintenant, mais dans 10 ans, ça va être bon? Et il y a beaucoup de sons, par exemple, Turn Me On, qui est sorti en 2015. Quand Turn Me On est sorti, il n'y avait pas grand monde qui faisait ce genre de musique-là. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'autres artistes après qui ont, disons, continué vers cette lancée-là. Tout comme, si tu écoutes Joey Doit Être Filé et Impossible en 2012, tu vas voir que Joey Doit Être Filé, qui est actuel maintenant, ben, c'était impossible quasiment en 2012, tu vois. Sans vouloir dire qu'il a... C'est juste que le style a pris de l'ampleur. Le style d'impossible s'est développé, est devenu quelque chose de plus actuel maintenant qu'il ne l'était avant. Ils ont changé les tendances. Exact. Donc c'est comme à une époque Karimi, quand Karimi est arrivé, mais tous les groupes ont commencé à sonner comme Karimi après. C'est vrai, c'est comme ça, je pense qu'il faut que tu lances quelque chose dans l'univers pour après changer les tendances, sinon ça devient très monotone. Exact. Et c'est comme ça, en fait, c'est pour ça que j'aime faire de la fusion, parce que la fusion me permet de tester des trucs, de tester des choses qui fonctionnent. Et des fois, ça fonctionne et j'aurais pu continuer à aller dans cette direction, mais je me dis,
Moi, je lance ça. Si quelqu'un veut suivre la mode, il peut la suivre. Et je te promets. Tu vois, une chanson comme Too Much. Mhm. Too Much, c'est une chanson qui est mix compas et bachata. Ben, il n'y a personne encore qui a fait ce mix encore, jusqu'à aujourd'hui. Et la chanson est sortie depuis 2020. Mais à un certain moment, il y a des gens, peut-être moi encore, qui va faire un autre bachata compas, un bacha compas. Et une des choses que j'aimerais faire, donc s'il y a des artistes dominicains qui vont écouter ton podcast, là, sûrement plein d'amis dominicains, là. Ah, Peut-être, je sais pas. plein de monde dominicain qui te suivent. Mais j'aimerais faire un mixte bacha compas avec un artiste dominicain qui chante en espagnol sur le bachata, ou sur le compas, pourquoi pas, et moi je chante en créole sur la bachata, et puis on fait un mix, boum, on fait un hit international. OK. On met ça dans l'univers. That's it. OK. Fait que si ça se fait, tu sauras que j'ai dit ça ici. OK, c'est bon. Une chanson dans ton nouvel album encore, Infini, sous chill. Sous Chile? Oui, sous chillé, OK. Ouais. Tu veux un petit preview? Bah ouais, vas-y. Je peux donner un petit vibe là. Oui, vas-y. Bambile, ti mesdames yo rive bien frais dans programme nan, tout blode sous filet. Belle vibe, belle trip, belle moun sous plaisir bambile, tout moun sous Chile. Sous Chile, sous Chile, sous Chile, sous Chile, sous Chile, tout moun sous Chile. Sous Chile, mais pendant wap danser, attention, pas pile, tout moun. OK. J'ai hâte d'écouter. Ah, ça c'est bon. Ça c'est un des bons sons aussi. En fait, j'ai 8 bons sons sur l'album. Chaque musique a son identité. Donc, je veux pas non plus... Ce que j'aimerais que les gens fassent, c'est vraiment d'avoir l'ouverture d'esprit et d'accepter, en fait, ces différentes personnalités, disons, de mon côté artistique. Okay. Donc, il y a du dancehall, il y a du reggae, il y a du zouk, il y a un peu de compas, il y a du blues. Il y a du blues. Okay. Ouais, il y a un petit peu de tout. Okay. Donc, j'ai touché à plusieurs styles. Il y a un peu de hip-hop / reggae. Donc, je me suis amusé dans ce projet. Ouais. Puis, là, c'est sûr que j'ai oublié de le mettre, mais il y avait une de tes chansons dans ton nouvel album. C'était celle avec Mika Ben. Oui. Est-ce que c'est Shadi? Shorty. Ouais. C'est là. Ça a été fait, bien sûr, avant, et là, tu as décidé de la mettre. Pourquoi? J'imagine, est-ce que tu en avais plusieurs avec Mika Ben? Ou... En fait, je vais t'expliquer, je vais te raconter cette histoire-là. En 2013, justement, quand je suis rentré pour le projet de mon album avec Power Surge, j'ai Mika Ben qui est venu dans mon studio. Il est venu et on a travaillé sur une chanson, justement la chanson qui s'appelle Shorty, qui était une version totalement... Mais c'est encore une version dancehall. Mais c'était... Dis-toi, à l'époque, je recommence un petit peu. Mika Ben, c'est l'artiste que j'ai suivi le plus en grandissant, en fait. Mika, c'est... et je peux le dire, c'est mon artiste préféré. Je veux dire mon artiste haïtien préféré. Parce qu'avec le temps, j'ai grandi et j'ai découvert d'autres artistes que j'aime aussi. Mais Mika, c'est l'artiste qui m'a le plus émerveillé en grandissant. Donc, et je raconte tout le temps cette histoire-là parce que c'est ça les souvenirs que j'ai de la première fois que j'ai vu Mika. Il y avait une place à Kinskov. En fait, quand j'étais plus jeune, j'allais passer des vacances chez mes cousins à Kinskov. Et c'est des bons moments, c'est des bons souvenirs que j'ai d'Haïti qui étaient relativement stables. Il y avait une place qui s'appelait le Rollerblade Club. C'est des places où on allait faire du patin à roulettes. Et c'était comme une sorte de discothèque, mais pour jeunes. On avait les rollerblades venaient d'être à la mode, en Haïti en tout cas. Fait qu'on avait chacun nos rollerblades, on allait faire du skate, disons. Et il y avait Mika qui est venu à un certain moment à Kinskov pour enregistrer la vidéo d'une de ses chansons. Mais Mika, à l'époque, il était jeune, il avait peut-être 18 ou 19 ans, tu vois. Donc Mika avec sa guitare, tout timide, en train de jouer, je sais pas, peut-être... Yon 24 décembre, tout petit là, timide, jeune et tout là. Et c'est la première fois que j'ai vu Mika et il m'a surpris. Donc j'étais comme, waouh, c'est qui cet artiste-là? Il est trop fort. Par la suite, j'ai continué à le suivre. Il a sorti son album qui s'appelait Mika, qui avait la pochette blanche avec la tête de Mika là-dessus. Et cet album-là, c'est un album qui est resté en repeat. Je ne l'ai jamais enlevé, j'écoutais l'album tout le temps. Je connaissais même l'ordre de l'album. Ça commençait avec la chanson Kaonabo, la musique Haïti, je pense que ça s'appelle. Kaonabo, ensuite Belle Femme. Bref, avec le temps, j'ai un petit peu oublié l'ordre des chansons. Mais c'était un album pour moi qui était parfait. Donc l'ordre des chansons avait été parfaitement choisi et tout. Tout ça pour te dire que Mika, c'est un artiste que j'apprécie et que j'ai toujours apprécié.
En 2013, quand je suis rentré en Haïti, Mika est venu pour enregistrer une chanson chez moi. Donc c'est là que je me suis dit, waouh, ben l'artiste que j'aime le plus au monde, que j'ai suivi tout ce qu'il faisait, que j'écoutais des chansons. Il y a des chansons qui n'étaient même pas encore sorties. Il y a une chanson qui s'appelait Lyrical, mais qui s'appelle Lyrical, qui est sortie sur son dernier album, qui avait été jouée en live à l'époque. Je pense que c'était peut-être en 2007, 2008. Live avec Andy Barrow. Andy Barrow qui est un guitariste américain. Et ils ont une version live. À l'époque, Mika Ben jouait dans un groupe qui s'appelait Kai. Mais pas Kai, c'est pas le Kai maintenant. C'est Kai qui jouait du reggae. OK. Donc, ils avaient une musique qui s'appelait... j'ai oublié, en tout cas, bref. Et c'est là que j'appréciais vraiment Mika Ben, c'est dans le reggae, dans le dancehall. Ça, pour moi, c'était Mika, mon Mika. Chaque personne avait son Mika. Il y a des gens qui mettent Mika dans le hip-hop, des gens qui mettent Mika dans le compas. J'ai mis Mika dans le compas aussi, mais mon Mika à moi, c'est dans le dancehall et le reggae. So, si j'ai cette influence-là aujourd'hui, c'est parce que je l'ai écouté et j'ai eu la chance d'être avec lui. J'étais comme, yo, je suis avec Mika, man. Je suis dans une maison où j'ai un espace qui a tellement d'écho que j'arrive pas à parler sans qu'il y ait de l'écho. Donc, imagine-toi enregistrer. Tu vois comment on enregistre ici? Ouais. C'est sec. Imagine si je parlais, ça faisait comme... Mais c'était comme ça, le studio où j'avais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un couloir. Donc, j'avais mon ordinateur ici, dans une grande pièce, sans meubles, sans rien. J'avais juste une chaise en bois. C'est là que je m'asseyais. Et j'avais un petit couloir que j'ai rentré mes fils d'ordinateur. Mais rappelle-toi que je suis rentré après couche-tard. Donc, je suis rentré en Haïti, pas grand-chose dans mes poches. Donc, je ne peux pas acheter grand-chose là. Et je mets mes deux matelas. Donc, j'ai pris mon matelas sur lequel je dormais. Je l'ai mis dans le couloir pour un petit peu diminuer l'écho. J'ai mis le micro et c'est là que Mika a enregistré Shorty. OK. Donc, il est rentré dans la pièce. Sans complexe. Le gars est rentré bien cool. Comme si c'était dans un studio à des millions de dollars. Il m'a pas dit... Il n'a pas eu une attitude snob. Il a été très, très relax. Il a enregistré Shorty. Il a enregistré son verse et son refrain. Donc, moi, quand j'ai vu qu'il est rentré, j'ai dit, écoute, ça, c'est ma chance d'enregistrer comme le gars que j'aime beaucoup, là. Oui. Cette légende-là, tu comprends? Donc, j'ai branché mes affaires, j'ai préparé la session. J'ai fait un beat en, peut-être 15 secondes, je pense. J'ai fait le beat. J'exagère, peut-être 1 minute. J'ai mis le son. D'ailleurs, l'intro de la chanson, le son qui fait... j'ai pas la mélodie en tête, mais... Il y a un petit son que tu vas écouter quand tu vas écouter la musique. C'est Mika. Ça, c'est Mika qui est venu avec ce petit son-là. Il m'a dit, essaie de faire ça. Ça, c'est Mika. Et par la suite, j'ai monté le beat dancehall, j'ai mis la base, j'ai fait ça. J'ai créé une base rapide pour qu'il puisse enregistrer sa voix. Parce que je voulais pas perdre l'opportunité. Et il a enregistré la chanson en 2013. OK. Et après ça, bon, voilà, la chanson, elle est sur cet album-là. Donc, j'ai contacté son frère, Tillion, qui m'a dit, écoute, vas-y, cette chanson-là, je pense que c'est une belle chanson et elle a du potentiel. Donc, moi, de mon côté, c'est ma façon de dire merci à Mika aussi et de le faire vivre dans le style que moi, j'aimais l'écouter. Donc, j'ai eu la chance, je vais te dire, de créer un son pour l'artiste que j'aimais de la manière que j'aurais imaginé toute sa carrière musicale si elle dépendait de ma vision artistique. À travers l'influence que lui, il m'a donnée. OK. Tu comprends? Donc, c'est comme un échange qu'on s'est fait. OK. Et je pense que c'est ça qui rend c'est ce qui fait que Shorty, c'est une chanson qui est spéciale pour moi. OK. Ouais. Là, je pense qu'on tire vers sa fin. Je vais tricher un peu. Je vais regarder c'est quoi qui est plus pertinent. Bon. C'est quoi? On va aller avec Liberté. Oh yeah. Pourquoi Liberté? Non, pose-moi Mais la pas question. pourquoi. Mais ça, pourquoi Liberté? Mais pourquoi? C'était quoi dans ton état mental? Ça sorti en mars, non? Liberté? Liberté est sortie, je pense, en mars, t'as peut-être raison. C'est ça. Pourquoi à ce moment-là? Non, en fait, Liberté est sortie en mai. En mai? Il me semble que c'est sorti en mai, non? Oh, je sais pas. Moi, je pensais que c'était mars. Mais on va dire dans quel état d'esprit tu t'es dit, je vais faire ça? Mais c'est simple, c'est le 200e anniversaire de l'indépendance. C'est le 220e anniversaire de l'indépendance. OK. Non, mais ça aurait pu être à cause de tout ce qui s'est passé politiquement aussi. Ah, mais je vais te dire, c'est le 220e anniversaire de l'indépendance. Quand on parle, pour moi, OK.
tu vois la Constitution américaine. La Constitution américaine, c'est la même Constitution depuis le début, avec des améliorations ou des changements au fil du temps. Nous, on a, je pense, 27 constitutions depuis le début. Différentes, là. Il n'y a pas une qui est pareille comme l'autre, ok? Je ne rentre pas en politique, encore une fois. Mais si tu crées un empire, parce qu'à la base, Haïti, c'est supposé être un empire depuis l'indépendance. On parle d'empire d'Haïti. Et je pense que l'empire d'Haïti, le mot empire d'Haïti, ça fait beaucoup plus d'impact que de dire la République d'Haïti. Parce que si je te dis l'empire romain, essaie de penser à l'empire romain, l'empire grec, l'empire perse. Quand je te dis l'empire, là, c'est comme si, ils ont ravagé des places, là. Ils ont pris des choses, ils sont rentrés, ils ont colonisé, disons, ou je sais pas comment on peut dire le mot, là, mais ils ont pris, ils étaient forts, puissants. Ils avaient des armées puissantes. Donc, l'armée indigène qui a déclaré l'indépendance d'Haïti, qui s'est battue, qui a fait Vertières, qui a créé des forts, qui a créé la citadelle La Ferrière. Moi, j'habitais à côté de Fort-Jacques, qui a créé le fort Jacques, le fort Alexandre, et d'autres forts. J'ai vu le fort de Saint-Louis-du-Sud, j'ai oublié c'est quoi le nom de ce fort-là. Mais c'est tout c'est un exploit, en fait, tu vois. En fait, le fort de Saint-Louis-du-Sud, je pense, ça a été bâti par les Français, bref, c'est pas grave. Mais, tu sais, l'histoire d'Haïti est tellement riche et tellement forte, et on a oublié notre histoire, parce que la base de l'histoire d'Haïti, la base de l'histoire de l'histoire d'Haïti moderne, ben, c'est l'indépendance. Là, si toi et moi, on peut s'exprimer librement aujourd'hui, c'est grâce à Haïti, man. Si un pays, et c'est ce que je disais aussi dans une des vidéos que j'ai fait justement pour expliquer un petit peu c'était quoi liberté. Liberté, en fait, c'est qu'on est tous supposés être libres. Peu importe l'origine ethnique, peu importe la couleur de peau, peu importe. On est tous censés être libres. Alors qu'à l'époque, il y avait un débalancement social. Il y avait un débalancement où il y avait des gens qui travaillaient, qui se faisaient fouetter, battre. En fait, ça commençait qu'ils sortaient de l'Afrique, amenés en négrier, battus, jetés à la mer parfois avec des chaînes aux pieds, des chaînes à la main pour qu'ils aillent mourir, qu'ils fassent manger par... Et tout ça, se faire violer, etc. Donc ça, c'était la réalité. Donc, en 1804, en fait, depuis 1790 et quelques, là, on a eu des gars qui ont dit, écoute, ça suffit, là. Ils se sont battus, ils ont libéré un petit bout de terre qui mesure seulement 27 000 km² pour dire, à partir d'aujourd'hui, ici, l'esclavage est aboli à jamais. Yo, tu sais ce que ça veut dire? Imagine-toi aujourd'hui 2 secondes que tu te mets debout, que tu dis, yo, devant la caméra, l'esclavage est aboli à jamais. Que tu le dis. Et c'est ça qu'on appelle la déclaration de l'indépendance. Donc, déclarer qu'on est indépendant, c'est pas demander, s'il te plaît, est-ce qu'on peut être indépendant pendant comme un certain temps. Non, ils ont dit, yo, ici, on est libre. Ne pensez pas que vous avez des droits sur nous. Ouais. C'est pour ça que tu as mis liberté. Donc, liberté, oui, c'est ça, pour moi, c'est ça, liberté. Liberté, c'est pour rappeler au peuple haïtien et à tous les peuples noirs ou métissés dans le monde que Haïti a besoin de nous. Haïti a besoin d'aide et Haïti a aidé tout le monde déjà avec cet acte de libération. Cet acte de l'indépendance, ça a été l'acte qui a amené que le monde devienne vraiment, véritablement libre. Tu vois? Ouais. Donc, liberté, c'est ça. Pour moi, liberté, c'est cette expression, ce sentiment de liberté et de savoir que on n'a pas à se soumettre dans la vie, en fait. On doit se conformer, disons, vivre ensemble, être comme des frères, se respecter les uns les autres, mais non se soumettre. On ne doit pas être soumis, on doit être libre. OK. Donc Haïti mérite d'être libre. OK. Et tu vas voir qu'à la fin, en fait, toute la chanson, il y a une section aussi que je parle du père de la liberté en disant, mais t'es où? Tu sais, t'as libéré Haïti, tu t'es battu, t'as libéré Haïti, mais depuis que t'as libéré Haïti, on dirait qu'on est plus en esclavage que quand il était libéré. Ouais. Donc Dessalines, il est où là? On sait pas. Il est où Dessalines? Si quelqu'un sait Léo Dessalines, s'il vous plaît, dites-nous. Ouais. On le cherche. Et en fait, il faut se mettre en contexte aussi. Essayez d'imaginer 2 secondes le contexte historique dans lequel ces gars ils étaient. Ils sont environ une vingtaine de gars, disons une quinzaine ou une vingtaine à avoir signé l'acte de l'indépendance. Donc, imagine-toi le courage que ça prend. C'est vrai.
Il faut un courage de fou, puis aussi, Ouais. tu mets en danger ta vie, mais tu sais, il faut, en fait, c'est liberté ou la mort. Ouais. Bon, maintenant, on tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ou qu'est-ce qu'on peut te Mais souhaiter? qu'est-ce que tu me souhaites? Moi? Aïe, là, je m'attendais pas à ça, hein? Je pense que je te souhaite du succès, mais de garder... Des fois, t'as peut-être trop de succès. Dans certains cas, tu peux perdre d'où que tu viens, tu vois. Peut-être pas toi, mais tu vois, dans certains cas, tu regardes certains artistes, ils oublient leur origine, tu vois, ta positivité. Je pense que t'as une bonne positivité, t'aimes essayer des trucs comme ton New Compa, que là, on n'en a pas parlé parce que je pense qu'il y a du temps qui manque, mais que je pense que t'as une capacité, t'as des capacités qui sont très bonnes. Il faut juste, je pense que t'es sur la voie de la persévérance. Tu sais, t'es quand même persévérant avec tout ce que j'ai écouté sur toi, puis que t'as pas peur de foncer. Donc, je te souhaite ça. Merci beaucoup. De rien. Mais je veux dire quelque chose. Tu sais, t'as dit quelque chose, t'as dit, faut pas oublier d'où on vient. Je vais prendre des exemples de gens qu'on connaît, qui n'oublient pas nécessairement d'où ils viennent, mais tu vas voir que le travail, en fait, ce travail-là devient plus difficile à faire. Plus on monte dans l'échelle du succès, en fait, ce que les gens considèrent comme le succès, plus ça peut devenir difficile pour la personne qui est dans cette position-là. Lionel Messi. Lionel Messi, c'est sûrement, il a commencé à 8 ans, il a commencé en Argentine, oui, il a commencé là, il n'a pas oublié d'où il a commencé. Mais quand il arrive en quelque part, il a peut-être 50 000 personnes qui veulent prendre des photos avec lui. Donc, il n'est plus dans la même réalité que la personne qui veut prendre la photo avec lui. Lui, il n'a pas nécessairement envie de prendre la photo avec cette personne-là, dire « est-ce que je peux prendre une photo avec toi ?» etc. C'est les gens qui veulent prendre des photos avec lui parce qu'il a un certain statut que tout le monde lui donne. Donc, souvent, dans le domaine public, quand tu arrives dans un scénario public, ça peut devenir difficile de gérer les gens que tu connais réellement et les gens que tu ne connais pas, qui sont des gens qui t'apprécient. Un exemple. Tu arrives, toi, avec ton podcast, tout le monde aime ton podcast, tout le monde te connaît, tu as des millions de vues, des millions et des millions de vues. Tu arrives en quelque part, tu as moi, qui est ton ami, et ta sœur, mais tu as 50 000 personnes qui veulent prendre des photos avec toi. Donc, tu vas dire à ta sœur et à moi, donne-moi 2 minutes. Je prends des photos, j'arrive 2 minutes. Tu commences à prendre des photos et tu réalises que ça fait 30 minutes que tu prends des photos parce que tout le monde veut prendre des photos avec toi. Tu essaies de sortir, mais tu n'arrives plus. Moi, je suis déjà en train de parler à quelqu'un d'autre, donc tu n'es plus là, etc. Mais je vais dire, Liana, elle a changé, hein? Parce qu'avant, on était deux à te demander de prendre des photos. Avant, quand tu finissais, c'était toi, moi et tu vois, on était là, on te parlait après, il n'y avait personne d'autre. Maintenant, tu as d'autres mondes qu'il faut que tu gères. Donc, c'est là, des fois, que ça crée la distanciation avec les gens proches. Donc, oui, on se rappelle d'où on vient, mais des fois, c'est difficile de garder ce lien-là intact parce qu'il y a d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte aussi. Et parfois, c'est même les gens qui changent envers toi parce que tu as tu fais d'autres types de choses aussi. Donc, quand j'étais dans Créole-là, par exemple, j'ai réalisé que c'était difficile de garder contact avec mes amis pour plusieurs raisons. Parce que déjà, j'étais toujours en tournée, donc j'avais plus le temps nécessairement de toujours être là pour parler, pour faire les activités avec mes amis. Il fallait que j'aille travailler, des fois à Miami, des fois à New York et tout. Et ça crée de la distanciation. Et quand tout le monde commence à te connaître, ben... En fait, il y a une chose qui se passe aussi, c'est que tu sais plus qui tu connais. Ça, c'est bizarre comme scénario, hein. C'est que tout le monde te connaît, mais tu sais plus qui tu connais. Quand tu es dans la position que tout le monde te connaît, tu sais plus qui tu connais. Fait qu'il y a des gens qui font comme TMD. Je suis comme yo. Dans ma tête, je suis comme c'est qui? Lui, il fait comme yo. Ça fait longtemps. Puis moi, je suis comme yeah. Ouais, là, t'es juste comme oh, ok. Puis je sais pas c'est qui. Ouais, je comprends. Je sais pas c'est qui. Maintenant, j'ai appris à dire t'es qui? Il va me dire on s'était vu à telle place. Je peux faire telle place. Ouais, telle place. Je me rappelle pas. Mais en tout cas, je suis bien content de te rencontrer aujourd'hui. Oui, ok. Tu comprends? Ouais, je comprends. Parce que sinon, ça devient très... Je parle beaucoup, hein. Non. T'allais dire oui. Hein? Non, c'est juste parce que je regarde le compteur. Le compteur tourne. Ouais, j'ai vu. Donc, tout ça, il faut se rappeler d'où qu'on vient. Ouais, il faut se rappeler d'où on vient. Ok, c'est bon. Donc,
on conclut l'épisode, à moins que tu as d'autres choses à dire. Il faut juste te réinviter, c'est tout. Non, mais ça va, ça Ouais, va. c'est On va ouais. juste te réinviter. Donc, merci d'avoir écouté ce dernier épisode. Merci d'avoir écouté toute une série, si vous l'avez écouté tous les épisodes. Merci à ceux qui m'ont soutenu dans ce projet, parce que ça fait longtemps. Vous le regardez maintenant, mais ça fait genre 1 an que je travaille sur ça. Merci à mes invités. Puis merci à ma mère, parce que ma mère... Non, parce qu'il faut dire que ma mère, depuis le début, elle est en mode genre... Dès que ça va sortir, pas le voyant monter. Donc, merci à ma mère. Et puis, c'est ça. Donc, merci vraiment, tout le monde. Merci, Ouais. Tindy. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Moi, je vais te souhaiter quelque chose aussi. Dis-moi. Comme c'est ton dernier épisode Mhm. pour cette session, Ouais, pour cette disons-le comme ça. section, je te souhaite beaucoup de succès. Mhm. N'oublie pas d'où tu viens. Mhm. OK? Et puis, beaucoup de persévérance parce que je vois que tu es quelqu'un de persévérante. Donc, en gros, je te renvoie exactement les mêmes souhaits que tu m'as fait. Et je pense que tu vois l'énergie que tu m'as envoyée aujourd'hui, on est assis ici, c'est léger. Ton podcast est très agréable. Ton petit jeu que tu as fait avec moi, c'était cool. Donc, je te souhaite aussi de continuer à innover en tant que créateur de contenu. Il y a beaucoup de défis, mais je sais qu'avec ta persévérance, ton courage et tout, tu vas être capable de les surmonter. D'accord, merci. No problems.